Voilà, bien bonsoir à tous et toutes. Voilà, désolé pour ce petit retard, mais nous avons eu un problème technique avec la retransmission live sur YouTube. C'est pour ça on diffuse via notre page Facebook. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo afin que tout le monde puisse se connecter et participer à ce live de ce soir, avec comme thématique le football de base et plus précisément Pacte Proximité Club, ainsi qu'un grand sujet, si je peux dire, sur la mixité chez les jeunes. Voilà, donc ce soir nous avons un quatuor de la CFF et nous avons Xavier Donnet, donc, qui est le manager de Grassroots, mais aussi coach fédéral au niveau des Red Flames U19, si je ne m'abuse. C'est exact. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour à tous, c'est exact. Bonsoir Xavier, j'espère que tu vas bien. Très bien, merci. Tu as repris le chemin de Tubize ou pas encore, ou c'est toujours télétravail? Nous reprenons progressivement le chemin de Tubi. Je l'ai pris hier. Ça faisait un peu rentrer des classes. Petit étudiant avec son cartable et son unité sous le bras. C'était assez étrange comme situation. Un centre assez vide à Tubize. Mais je pense que maintenant, on a les autorisations pour reprendre progressivement. Et donc, comme je le disais, voilà, les équipes nationales de jeunes, en tout cas chez les féminines, reprennent ce week-end. Donc, on va reprendre aussi le chemin des terrains de Tubize. Voilà, refouler la pelouse. Voilà. Alors, on accueille Julien Chalet, donc, qui est coordinateur proximité club aussi, qui travaille aussi avec Xavier au football de base. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Voilà, qui est aussi, on a quand même trois administrateurs de la CEF aussi. Voilà. On a aussi aujourd'hui les administrateurs de la CEF, effectivement. Pour l'instant, on est d'abord là pour le département technique et pour le foot. Voilà, tout à fait. Parce que pour l'instant, c'est pas bon d'avoir des cumuls de mandats. Hein. Tout à fait, tout à fait. Petit clin d'œil à l'actualité. Voilà. Sinon, moi, je trouve que ce serait un peu mortel, en fait, si on n'avait pas toutes ces choses dans le foot, en fait. Non? Oui, on a toujours de l'actualité à traiter, plusieurs dossiers en cours. Hein. Il faut occuper ses journées. Donc, forcément, avoir des différents dossiers à traiter, c'est toujours pas mal, effectivement. Alors, on accueille aussi Bruno Petit, donc, qui est professeur à la CFF au brevet C et B. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ah. Grand aussi précurseur au niveau du 2 contre 2 à Poisse de Liège. Hein, Bruno? Ouais, j'étais là dès le départ, en 2014, avec Xavier, bien sûr. Voilà. Tout à fait. Ouais. Avec son porte-drapeau qui allait en club. On a essayé de faire passer le message et le 2 contre 2, finalement, maintenant en 2020, je pense qu'il est là, il est présent et il ne reste plus qu'un autre message à faire passer. Ça suit Bien non, je pense. Voilà. Alors, on accueille aussi Serge Houlet. Bonsoir à toutes et à tous. Coordinateur sportif de la CFF pour la province de Liège, mais aussi en charge de la coordination des détection de talent au niveau de la CFF. Bonsoir Serge. Bonsoir Rudy, bonsoir tout le monde. Voilà. Et Jean-François Maréchal pour notre chronique sur Enquête de foot. Et ce soir, on a fait une chronique sur la mixité et pour connaître un peu le point de vue des formateurs. J'espère que tu vas bien, JF. Ça va, merci Rudy. J'espère que toi aussi. Ça va. On espère sortir du confinement petit à petit. On en sort quand même, mais bon, voilà, on espère de retrouver le côté un peu social et troisième mi-temps, parce que c'est bien de refouler le terrain, mais il y a aussi toute la partie des troisième mi-temps qui manque un peu. Et je pense que les acteurs de ce soir ne vont pas en démentir. Enfin, sauf pour Serge. Oui, ça doit. On va rester là. Il est reparti, Serge? Non. Comment, Serge? Non, il me demande si je suis reparti. Je dis non, je reste. Hein. Ça va. Troisième mi-temps, l'eau minérale, quoi. Parmi nous. Alors, donc, nous diffusons sur notre page Facebook de la CEF, parce que nous avons un petit souci au niveau de la diffusion via notre page YouTube. Donc, n'hésitez pas à partager le live afin que le plus de monde possible puisse participer à cette émission. Et je vous invite à poser toutes vos questions via le live, la page Facebook de la CEF. Et je vais, pendant la présentation de nos orateurs, je vais collecter toutes vos questions. Alors, si vous ne savez pas, envoyez-moi ça via WhatsApp, Messenger, il n'y a pas de souci. Je vais
collecter toutes vos questions. Voilà, je vais laisser la place à Jean-François concernant la rubrique enquête de foot sur la mixité chez les jeunes. Merci Rudy, je prends le partage de l'écran. Je m'assure juste bien que vous visualisiez bien. Ça va, vous voyez là? Oui, c'est bien. Fait. Ok. Donc, petite enquête sur la mixité dans le foot et surtout dans le fait de mélanger les filles et les garçons avant les U13. On a essayé de rester sur ce panel-là. Je remercie les différents contacts provinciaux de la CEF. On a eu pas mal de retours. On a interviewé plus d'une 60aine de coachs. Donc, le retour était très correct. Ça nous a permis d'échanger, de partager. Je vais essayer de résumer ça en quelques mots. Alors, comme d'habitude, je n'emploie pas un pourcentage exact parce que ce n'est peut-être pas la réalité, mais plutôt je retranscris mon ressenti par rapport aux différentes interactions que j'ai pu avoir avec les coachs. Mais la mixité dans le foot, donc c'est vraiment, on ne parle pas ici de football féminin, mais plutôt de mélanger les filles et les garçons au sein d'une même équipe. Et on a un petit peu interrogé différents formateurs, différents directeurs techniques, différents coordinateurs, que ce soit dans les différentes provinces. Et le retour était assez enrichissant. Et la conclusion, c'est quand même que, évidemment, même s'il y a une certaine divergence de point de vue, on ne sait pas être d'accord sur tout, on tend vers le même avis. L'avis, c'est quoi? Mais c'est que généralement, les entraîneurs, coordinateurs, directeurs techniques sont pour la mixité dans le foot pour différentes raisons. Bien évidemment, il y a l'épanouissement de l'enfant, que ce soit de la fille de pouvoir jouer avec des garçons, mais aussi des garçons de pouvoir voir que finalement, le foot, ce n'est pas un sport de garçons et de quitter un petit peu ce côté macho qu'on peut avoir à certains moments donnés. Et il y en a, voilà, il y a certains récalcitrants qui ont leur raison. Mais de manière générale, tout le monde est pour et trouve que c'est un enrichissement, que ce soit au niveau technique, pédagogique ou sur d'autres plans. Pourquoi ils sont pour de manière générale? Comme je vous l'ai dit, parce que ça permet d'échanger, de partager, de créer un certain environnement qu'il n'y a peut-être pas lorsqu'on ne les mélange pas. Et il y a aussi, c'est une réalité, il y a certaines personnes aussi qui essayent de recruter le plus tôt possible des filles en vue de faire une équipe féminine dans le jeu à 11. Alors des fois, la plupart du temps, quasi tout le temps, mais c'est vraiment pour parler des débats foot, pour l'épanouissement de l'enfant, etc. Et puis malheureusement, par moment, il y a ces poids du label qui sont là. Et on perd un petit peu cette notion de bienfait. Voilà pour le sujet d'aujourd'hui. C'est un sujet qui a regroupé énormément d'avis. Je vous fais vraiment une conclusion très, très succincte, sans rentrer dans les détails, parce que je pense qu'on va en parler durant la soirée et que l'échange et le partage autour de cette thématique, parfois un petit peu brûlante, feront l'objet de l'animation de cette soirée-là. Je vous remercie. Je te remercie, Rudy, et je te laisse l'écran. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci à toi, Jean-François. Donc voilà, j'espère que vous avez noté certaines choses, surtout toi, Xavier. Donc ce sera aussi pour ta partie. Alors, n'hésitez pas donc à poser vos questions et tout commentaire ou remarque donc, sur les commentaires de notre page Facebook. Je vais centraliser ça quand je vais laisser la place à nos orateurs et ils auront tout le loisir après d'y répondre. Alors, dans le programme de ce soir, nous aurons en tout début donc Xavier Donnet, donc, qui va nous parler de la mixité. Après, nous aurons Julien Chalet qui va aborder toutes les questions des PAC Proximité Club. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions concernant cette thématique par rapport aux obligations, par rapport au label, par rapport au contenu aussi des PPC. Après, Serge Joulet va nous parler du rôle du coordinateur sportif provincial durant les PPC. Quel est son rôle? Quand il est là, il participe à tous les PPC. Donc, il va nous expliquer son rôle. Après, en terminer,
nous terminerons avec Bruno Petit, qui va nous parler du rôle du collaborateur durant les PPC. Voilà. Sans tarder, je vais laisser la place à Xavier Donnet pour sa présentation de la mixité chez les jeunes. À toi, Xavier. OK. Je vais alors partager mon écran. Voilà. Je pense qu'on est sur le bon. On voit l'écran? Oui. Oui, parfait. Oui, oui. OK. Donc voilà, donc sur quelques réflexions par rapport à la mixité. J'étais très intéressé d'entendre déjà les premières informations de Jean-François, donc sur les premières réactions par rapport à la mixité. Il faut savoir, quand on parle de mixité, il y a deux sortes de mixité. Il y a effectivement la mixité de genre, dont Jean-François a parlé, mais il y a aussi quelque chose pour nous de très intéressant, de très important, même de fondamental au niveau du football de base, c'est la mixité de niveau. Alors, le point de départ de la réflexion, c'est en fait la question qui se pose chaque saison au RTFJ, aux coordinateurs des jeunes de nos clubs francophones, c'est de savoir comment mettre en œuvre la vision de formation de la CFF, et ce, à tous les échelons de l'école des jeunes, et dans tous les domaines, que ce soit technique, que ce soit dans le domaine athlétique, physique, mental ou tactique. Comment le RTFJ, comment le coordinateur va-t-il garantir que chaque enfant ait un climat d'apprentissage fun et formatif? Comment créer cet environnement éducatif qui soit approprié, dans lequel chacun des affiliés, chaque affilié se sente impliqué, considéré et surtout désiré, parce que c'est là que réside le challenge pour nous, c'est de conserver chaque enfant, chaque joueur, ne pas en perdre, et ainsi on va pérenniser l'école des jeunes de notre club. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose déjà d'intéressant, d'interpellant. Un des grands défis donc, du RTFJ en début de saison, ça va être la composition des groupes pour toute la saison souvent. Qui va-t-on mettre en A? Qui va-t-on mettre en B? Qui va-t-on mettre en C? À cette réflexion de ce qui vient à l'esprit du RTFJ et des nombreuses questions, vient souvent aussi les questions des parents et des formateurs. Quand je parle de questions, c'est bien souvent de la pression, voire même à certains moments du chantage. On a tous connu certains formateurs ou certains parents menacés de quitter le club s'il n'avait pas l'équipe de ses rêves ou si son enfant ne jouait pas dans la meilleure équipe de la catégorie. C'est à ce propos-là qu'on va voir qu'on va passer quelques slides. Donc, au niveau des tout-petits, maintenant, dans le Festi-Foot, chez les 5-6 ans, la question ne se pose plus vraiment, puisque lors du match, lors du Festi-Foot du week-end, les enfants sont mélangés avec les enfants des autres clubs. Donc, il n'y a plus vraiment d'intérêt à former des groupes de force. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est pour le jeu à 5, pour les 7-8 ans. On sait que les 7-8 ans sont une catégorie charnière pour les clubs. C'est la catégorie dans laquelle le taux d'inscription est maximum. C'est une catégorie compliquée parce que l'effectif est très hétérogène, constitué de débutants, débutantes et de joueurs un peu plus expérimentés qui ont déjà 3-4 années de football dans le Festi-Foot notamment. La façon dont on constitue les groupes de façon traditionnelle était et est encore souvent de mettre les meilleurs joueurs dans l'équipe A, les moyens dans l'équipe B, les plus faibles dans l'équipe C et bien souvent les filles également dans l'équipe C. On constate que cette manière traditionnelle de constituer les groupes ne fonctionne pas. En fait, elle se base souvent sur une perception qu'on qualifie de subjective des qualités footballistiques des enfants, des qualités footballistiques ou en tout cas du potentiel footballistique de l'enfant.
Et cette perception, elle est prise, elle est prise à un moment T, au mois d'août, fin août, début septembre, au début de saison. Et cette perception, cette façon de former les groupes ne tient pas compte souvent de l'inexpérience de certains enfants. Elle ne tient pas compte non plus du mois de naissance. On sait très bien que le mois de naissance est très influent au niveau de la maturité physique et notamment dans le paramètre de force. Et donc, un enfant de fin d'année est défavorisé en début de saison par rapport aux enfants du début d'année. Et donc, ce sont des paramètres dont il faut absolument tenir compte. On sait aussi que la motivation des enfants en début de saison est différente. Il y en a qui commencent parce qu'ils veulent ressembler à Lionel Messi ou Eden Hazard. Il y en a d'autres qui veulent simplement jouer au football pour être avec leurs copains et leurs copines. On doit tenir compte évidemment que chaque enfant, chaque garçon, chaque fille ne veut pas nécessairement devenir un Diable Rouge, une Red Flames ou un champion. Il est important d'avoir en tête que le développement footballistique de l'enfant, il est très complexe. Il est improbable de pouvoir déterminer quel niveau la fille ou le garçon va atteindre en fin de parcours. Et donc, on doit vraiment avoir, en tant que responsable des jeunes, ça en tête. Alors, quelles sont les recommandations de la CFF en la matière? Eh bien, on préconise de ne pas figer des groupes distincts, que du contraire, de les garder ouverts le plus longtemps possible, tant à l'entraînement qu'en match, et ce, durant toute la saison. Ne pas créer un club dans le club. Et donc, pour nous recommandons que tous les enfants de la catégorie s'entraînent ensemble, quel que soit leur niveau, d'ailleurs, d'expérience ou de compétences. On est convaincu qu'un même niveau et une même qualité d'encadrement pour tous les enfants est à prioriser. Composer des équipes équilibrées pour les matchs, le fait de jouer et de s'unir à travers les équipes du club, et donc en changeant d'équipe régulièrement, et d'apprendre les uns des autres dans des conditions de match qui sont très variables, qu'on joue avec l'équipe A aujourd'hui, l'équipe B demain, l'équipe C après-demain, ça va s'avérer avoir un bienfait pour les enfants en termes d'expérience footballistique, mais également en termes de sociabilité et en termes de relations humaines. Et surtout, ça va retirer une grande part de stress, tant au niveau de l'enfant, de ne pas être sélectionné dans la meilleure équipe, dans l'équipe A, vis-à-vis du regard de ses parents, mais également beaucoup moins de stress au niveau des formateurs. Et évidemment, le résultat va alors, l'importance du résultat va encore beaucoup plus s'éloigner de l'esprit des parents et des formateurs. Ça va évidemment renforcer l'esprit club dont tout le monde va pouvoir tirer profit, les formateurs, les responsables de l'école des jeunes, toute l'école de jeunes, les parents et évidemment chaque enfant. Donc, la mixité de niveau est pour nous salutaire et va surtout influer sur le taux d'abandon et ainsi conserver les futurs talents, parce que chaque enfant qui abandonne est peut-être la perte d'un futur grand talent. On est convaincu que certains enfants développent leur talent beaucoup plus tardivement que d'autres. Et donc, un enfant qui semble peu doué en 8 ou 9 est peut-être finalement un grand talent de demain. Alors, il y a évidemment la mixité de genre dont Jean-François a évoqué tout à l'heure via les contacts et via les observations qu'il a eues avec les membres de l'ACEF. Voilà, que ce soit un garçon ou une fille, chaque enfant commence à jouer au football parce qu'il trouve ça amusant. Et d'ailleurs, il va continuer à y jouer, à rester dans le football jusqu'au moment où il va trouver ça amusant. Donc, il y a vraiment une motivation intrinsèque qui va pousser, qui va être à la base de la continuité dans le football ou de l'abandon du football. Et donc, il est fondamental que chacun en tienne compte, que chaque club, chaque formateur en soit conscient. Alors, les garçons, les filles, ok, mais on constate qu'il y a des filles talentueuses comme chez les garçons, il y a des filles ambitieuses comme chez les garçons, et par contre, il y en a certaines, mais comme chez les garçons, qui vont être plus orientées
sur la relation, sur le plaisir de jouer avec les copains, avec les amis. Et par contre, pour d'autres, là, ce sera plus orienté sur la prestation, sur le développement des compétences. Et donc, chaque jeune footballeur, footballeuse est vraiment unique avec une motivation qui ne dépend pas de son genre, absolument pas. Il est important, il est fondamental, nous pensons que chaque club, chaque formateur en soit conscient et accorde l'attention à chacun, à chacune, l'attention qu'il et qu'elle mérite. Une petite anecdote, j'étais en contact dans la semaine avec Christophe Dessy, qui est à l'Olympique Lyonnais, qui est quand même un des plus grands clubs de formation d'Europe. Il est responsable de la formation des U13 au U16 et bon, il sait que je suis un peu impliqué dans le football féminin à la base, mais aussi avec les équipes nationales. Il me faisait la réflexion, il me dit, tu sais Xavier, chez nous, si tu me demandes les 20 meilleurs joueurs de mes catégories, de mes 3 catégories, eh bien, parmi mes 20 meilleurs joueurs, il y a 8 filles. Ce qui signifie en fait que finalement le talent, eh bien, la motivation n'est pas lié au genre. Néanmoins, on constate qu'avec l'âge, certaines filles se retrouvent parfois difficilement dans un environnement exclusivement masculin. Et donc, c'est fondamental pour le développement et pour permettre à l'effectif féminin de continuer sa croissance, que la fédération, que les clubs puissent former, puissent créer des équipes 100% féminines. Et donc, le message, c'est que chaque fille mérite d'avoir l'opportunité tant de jouer avec les garçons, si elle le désire, que plutôt de s'orienter vers une équipe 100% féminine, si c'est vraiment ce à quoi elle aspire. Et là, la CFF est évidemment en collaboration avec les clubs en train de fournir un gros effort pour permettre cette offre et mettre cette offre sur le marché pour que chaque fille puisse trouver la formule et l'offre qui lui convient. Par rapport évidemment à la présence féminine, on est convaincu à la CFF que la gente féminine peut apporter une plus-value à la formation de nos jeunes garçons et de nos jeunes filles d'ailleurs. On est convaincu que dans le festi-foot, que dans le foot à 5, les dames, la sensibilité, la pédagogie, l'approche féminine peut être une réelle plus-value, une valeur ajoutée à la formation de nos jeunes enfants. Et on voudrait vraiment que nos clubs en tiennent compte et fassent le nécessaire, fassent les efforts indispensables pour accueillir, pour attirer plus de dames, plus de femmes, plus d'anciennes joueuses, plus d'adolescentes, plus d'animatrices vers la formation des jeunes et certainement dans les catégories de base. C'est un vaste débat, mais j'espère avoir pu convaincre les responsables de clubs d'ouvrir leur réflexion. Et s'il y a réflexion, je pense qu'alors il y a avancement et on se dirige vers une amélioration de la formation de nos jeunes. En tant qu'adultes, on doit évidemment tout faire pour offrir à tous nos enfants, à chaque enfant, la meilleure éducation et le meilleur apprentissage possible. Pour conclure, j'invite tout le monde évidemment à lire et à s'inspirer des guides pédagogiques que l'on a mis au niveau de la CFF et que l'on partage avec la CEF pour le jeu à 5. Et évidemment, nous sommes toujours à l'écoute et prêts à partager les réflexions de tout formateur et de tout coordinateur et responsable de club. Merci pour votre écoute. Merci Xavier. Alors, ce que je propose, c'est de poursuivre avec nos autres intervenants. Donc, j'ai noté quelques remarques et questions sur les commentaires de notre page Facebook. Et après, directement que les autres intervenants auront fini, comme tu dois quitter un peu plus tôt, Xavier, je te poserai les questions relatives à la mixité. Alors, ça va? Ok, parfait. Voilà. Ah bah, donc, je passe le relais à Julien Chalet.
Voilà, donc moi je vais vous présenter un petit peu les packs proximité. Mais pourquoi une présentation des packs proximité aujourd'hui? Il faut savoir que les packs proximité sont une belle collaboration qui est née cette année entre la CEF, donc la communauté des entraîneurs francophones, et la CFF. Donc, on trouvait intéressant justement de présenter à nos différents auditeurs un petit peu à quoi consistaient ces packs proximité et quelles étaient un petit peu les attentes pour le futur et ce dont on allait parler dans la saison prochaine, puisqu'on va déjà pouvoir orienter un peu le contenu des packs proximité la saison prochaine. J'en profiterai également pour mettre un peu mon staff à l'honneur. J'y reviendrai parce que on a su construire dans ces packs proximité dans chacune de nos provinces un staff de réelle qualité, des gens très, très humains. Et ils sont présents aujourd'hui via Bruno Petit et Serge Houlet. Et je n'oublierai pas les autres coordinateurs provinciaux de chaque province et tous mes collaborateurs. Mais on a la chance d'avoir une équipe vraiment extraordinaire sur les terrains plusieurs fois semaine qui essaie d'aller passer des messages vraiment dans les clubs sans prise de tête et sans bourrage de crâne entre guillemets parce qu'on voilà on essaie de faire des choses correctement. Voilà, donc Merci, Julien. je vais passer ma présentation. Je pense que ça devrait fonctionner à partir de maintenant. Vous avez bien l'écran, Non, tout le monde? pas encore. Pas encore, Non. Voilà, ça devrait fonctionner maintenant. Ok, Jules. Voilà. Donc, je ne suis pas un grand amateur de grandes phrases, mais il y en a un ici en plateau qui les aime bien et qui m'a donné le goût, n'est-ce pas, Serge? Donc, je suis pas, je n'aime pas les utiliser, ces phrases, mais celle-là, je trouvais qu'elle représentait vraiment un petit peu ce que l'on veut faire dans les packs proximité. C'est une phrase de Confucius. Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, et tu m'impliques, j'apprends. C'est certainement la dernière phrase qui nous intéresse au niveau des packs proximité. Pourquoi? Parce que on met les formateurs sur le terrain et à ce moment-là, on va les mettre sur le terrain, ils vont jouer le rôle de l'enfant. Et à ce moment-là, il va s'investir beaucoup plus et il va apprendre beaucoup plus. Donc, c'est clairement l'objectif des packs proximité. C'est aussi une proximité réelle entre la CFF et les clubs. Donc, j'ai été engagé il y a 3 ans avec pour objectif de renforcer encore la proximité entre la CFF et les clubs. On va pas se mentir, hein, souvent on peut lire sur les réseaux sociaux ou dans des mails et autres que les gens, les clubs ne sont pas contents de la CFF pour ci, pour là. Il y a toujours un amalgame qui est fait. Eh bien, on essaie, nous, à notre niveau, au niveau des packs proximité, d'aller vraiment dans les clubs, de les écouter, d'essayer de les aider. Et au niveau global, au niveau de la proximité, on essaie aussi de récolter les problèmes et d'essayer de les résoudre. C'est ce qui se passe actuellement. Ici, pendant le confinement, j'ai reçu énormément de demandes via mail et qu'on retransmet dans d'autres départements et on essaie toujours d'apporter notre pierre à l'édifice de chaque club. Voilà, donc on essaie de renforcer cette proximité grâce à nos collaborateurs et nos coordinateurs provinciaux. L'objectif numéro 1 des packs proximité, on ne va pas dire former les formateurs parce qu'on vient 2 à 3 heures dans les clubs une fois par saison, donc c'est compliqué de former quelqu'un, mais on lance des débats, on lance des pistes et à partir de là, libre à chacun de continuer à se documenter et à de revenir éventuellement vers nous. Il y a énormément de responsables sportifs qui reviennent vers les coordinateurs provinciaux pour des compléments d'information, donc c'est clairement le but, c'est d'essayer de titiller les formateurs et de les sortir un peu de leur zone de confort parce que bon, encore de temps en temps, chacun pense qu'il sait. Malheureusement, je pense que dans le foot et comme partout, il faut toujours se remettre en question et c'est ce qu'on essaie de faire ici lors des packs proximité, c'est d'apporter toujours des nouveautés avec une humilité. C'est également une obligation dans le cadre du label, ces packs proximité. Donc, chaque club qui est labellisé doit participer à ces packs proximité. J'ai parlé de la CEF, notre partenaire particulier pour les packs.
En quoi ça consiste? Mais simplement, les 2 premières saisons des packs proximité, on avait un seul membre, un seul collaborateur ACFF qui était présent sur le terrain, en plus du coordinateur provincial. Et à partir de cette année, la CEF a mis quelqu'un à disposition. Quoi de plus normal, vous allez me dire, la communauté des entraîneurs, à partir du moment où on vient informer des entraîneurs, des formateurs, ben, la place de la CEF était primordiale et prépondérante. Donc, merci à Rudy et toute son équipe pour cette belle collaboration qui continuera la saison prochaine et encore pendant de nombreuses années. Le but aussi, c'est de rassembler les RTFJ parce qu'on veut des échanges, surtout des échanges d'idées, de proximité d'idées, savoir écouter ce qui se fait ailleurs sans jalouser les autres clubs, c'est intéressant aussi, et de sortir encore une fois de son confort et de voir de ce qui se fait. Dans ces packs proximité, il y a aussi l'administratif, on s'occupe également des responsables administratifs de la formation des jeunes avec un contenu approprié. Malheureusement, ici, les réunions devaient avoir lieu en avril. Elles ont été annulées, mais elles seront reportées à la saison prochaine. Et on vient aussi en aide à tout l'administratif. Vous avez pu voir il y a quelques jours une très belle vidéo réalisée par Sylvain Binon et le département proximité. Et qui a déjà eu pas mal de vues et qui a été distribué vraiment dans tous les clubs pour vraiment, on essaie vraiment d'aider un maximum et de donner un maximum d'informations au club. Alors, je vous disais tantôt, c'est un travail d'équipe, les packs proximité, c'est important. On ne peut pas travailler tout seul, évidemment, chacun dans sa province ou même nous au niveau du département. Je pense qu'il y a un gros travail d'équipe qui est fait entre les différents managers provinciaux, les secrétariats et les comités provinciaux, le coordinateur, la CEF, le département technique, nos collaborateurs, mais il n'y aurait pas de pack proximité s'il n'y aurait pas un accueil des clubs et surtout leurs bénévoles. Vous verrez plus tard dans ma présentation que l'accueil qui nous est réservé quand on va à l'intérieur des clubs est toujours très chaleureux et très positif. Donc ça aussi, pour nous, c'est toujours une énorme satisfaction quand on repart, quand j'ai les débriefings le lendemain matin dans ma voiture en allant à Tubis où j'ai mes coordinateurs au téléphone et qui me disent hier c'était génial, on était bien reçus, on a reçu un petit verre, on a pris, voilà. C'est ça aussi l'esprit foot et il ne faut pas l'oublier. Donc merci, j'en profite. On touche ici beaucoup de personnes, donc merci au club pour leur accueil. Alors, je voulais vous passer la petite vidéo. Il y a quelques semaines, pendant le confinement, j'avais réalisé une petite vidéo pour mettre le staff à l'honneur. Je pense qu'il le mérite clairement. Donc, elle dure 2 petites minutes. Je vais vous la lancer. Voilà.
Voilà, donc encore une fois, je voulais mettre le staff à l'honneur parce que le travail qui est réalisé est vraiment de qualité. Petit historique, je vais aller très rapide, hein. Donc, comme je vous ai dit tantôt, on est à la 3e saison des packs proximité. Ça a commencé en 2017-2018, 104 packs proximité dans nos différentes provinces. 395 clubs qui ont participé. On a touché 2800 formateurs. Voilà. L'année dernière, 96 packs, 426 clubs qui ont participé et on était à quasi 3000 personnes durant nos formations. Voilà. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Allô? Oui, ok. Voilà, excusez-moi. Alors, cette saison, 2 types de packs, le pack de base et le pack évolution. Qu'est-ce qu'on a fait passer comme message? On a travaillé sur l'entraînement des U6, U9 via cette roue. Et ensuite, on a utilisé un Kahoot. Alors, c'est un petit peu un jeu technologique sur le smartphone qui était très, très apprécié. Et ensuite, on a travaillé sur les grilles labels rédigé par le département technique de la CFF. Dans le pack évolution, idem, mais on a aussi fait une introduction au multiskills. Alors, le multiskills, je vous en avais parlé sur la chaîne de la CEF il y a quelques semaines. Donc voilà, on a vraiment lancé les débats concernant le multiskills et différents exercices. Alors, savoir aussi que il y a des formations qui sont données à nos collaborateurs. Je pense qu'on ne fait pas ça au hasard et on essaie de préparer vraiment les différents événements du mieux que l'on peut. Donc, en fin août, toute l'équipe est réunie à Tubis pour une réunion de formation où effectivement, on n'est pas toujours d'accord. Chacun donne ses idées. On essaie de construire nos différents packs, mais au bout du compte, on sort avec un produit de qualité et qui est bien accueilli dans les différents clubs. Voilà. Alors, cette saison, 64 packs. Malheureusement, via le Covid-19, 17 packs proximité ont été annulés. On a touché 1900 formateurs, 169 administratifs et nos différents formateurs, donc 12 qui encadrent ces PPC. Alors, je trouvais intéressant de partager avec vous peut-être les retours des clubs. Donc, c'était une nouveauté cette saison. On envoyait une enquête à tous les clubs participants, donc les clubs d'accueil et les clubs qui venaient se joindre. Alors, j'ai vu, j'anticipe peut-être Rudy déjà dans les questions, je viens de voir une question passée qui demandait est-ce que l'on doit poser sa candidature pour les packs proximité. Pourquoi pas, vous pouvez éventuellement poser votre candidature auprès de votre coordinateur provincial, c'est lui qui met l'agenda. Il y reviendra plus tard, hein, Sergio y reviendra plus tantôt. Pourquoi pas, c'est une idée, mais de toute façon, à partir du moment où vous êtes labellisé, vous devez participer. Alors, voilà, au niveau de l'évaluation générale du pack proximité, on a une évaluation de 8,5 sur 10 de la part des clubs. Donc, c'est très, très positif pour nous. Là-dedans, on a une évaluation de 8,6 sur 10 pour le pack de base et 8,1 pour le pack évolution. Alors, on demandait également, parce que finalement, vous verrez dans mes conclusions qu'il faut pérenniser cet événement. On est dans la 3e saison et vous savez que le plus dur, c'est de perdurer dans le temps. Alors, pour perdurer dans le temps, il faut continuer à toucher des sujets intéressants pour nos clubs. Donc, on a demandé comment nos clubs vont-ils continuer à être intéressés? Et vous voyez qu'il y a quelques thèmes qui reviennent. Certainement la séance du jeu à 11, le jeu à 8, l'intégration du gardien de but. Donc, ce sont vraiment les thèmes qui ressortent. Et voilà, ça nous a fait réfléchir pour la saison prochaine et j'aurai l'opportunité d'y revenir un petit peu plus tard. Nos coordinateurs provinciaux ont également toujours des retours très intéressants. Ils ont noté l'accueil, donc on a une moyenne de 4,3 sur 5 au niveau du club d'accueil. Donc voilà, je vous disais tantôt qu'on était très content des clubs dans lesquels on allait faire nos événements. Eh bien, ça le prouve par une très belle note. Peut-être un petit point négatif, mais qui ne se voit pas dans l'évaluation, mais
au niveau de l'investissement des participants, étant donné que le formateur est acteur de son apprentissage, on attend encore plus d'investissement de leur part. C'est vrai que c'est pas facile de se mettre à la place d'un enfant. Eh bien, on va essayer la saison prochaine qu'il le soit encore plus. On demande vraiment aux formateurs de jouer le jeu parce que c'est notre méthode, que c'est la méthode que l'on a choisie pour leur apprendre de nouvelles choses. Une évaluation générale de 8,2 sur 10. Alors, des points positifs, tous nous ont loué notre staff, l'accueil des clubs pour cette proximité, la qualité des supports pédagogiques téléchargeables. Xavier en a parlé un peu tantôt, mais il y a de plus en plus, je pense que tous les mois, il y a des nouvelles brochures qui sortent, soit du département Grassroots ou de la formation des cadres. Donc, je pense qu'on est vraiment actuellement en train de sortir un maximum d'outils à disposition des clubs et des formateurs. Le Kahoot, je vous ai parlé de ce petit jeu interactif qui était très apprécié. Des débriefings, la présentation des roues U6, U7 et U8, U9 qui sont un peu différentes de la méthode MIME, donc qui s'implémentent maintenant à la formation des cadres également. Pour l'entraînement des tout petits. Notre site internet qui a eu pas mal de modifications et qui est de plus en plus interactif. Et comme je vous disais, les PPC s'installent comme un événement incontournable dans la vie des clubs et le tout, c'est de le perdurer. Donc, dans nos points négatifs, il y a ça aussi. Il faudra innover pour perdurer. Alors, dans les points négatifs des packs proximité, j'ai attiré votre attention sur l'investissement des formateurs. Je pense qu'on doit vraiment trouver maintenant une manière d'intéresser tout le monde. On veut vraiment que les formateurs qui viennent à ces packs proximité ne viennent pas là par obligation, mais se disent, voilà, je condamne 2 heures de mon temps que je ne passe pas en famille ou que je ne suis pas dans mon club proprement dit, mais je viens pour essayer d'apprendre quelque chose et de me remettre en question pour ma formation. Voilà. Bien, la saison prochaine, je peux déjà, pas tout vous dire, mais je peux déjà vous divulguer certaines choses. Donc, on partira toujours sur un pack de base pour les clubs non labellisés et labellisés une étoile, avec un pack évolution pour les 2 et 3 étoiles. On gardera également nos tables rondes des RTFJ. Savoir que pour les clubs labellisés 3 étoiles, il y avait un événement supplémentaire qui était organisé. Ce sont les tables rondes. Cette année-ci, on a parlé de la post-formation. L'année prochaine, il y aura un autre thème encore plus intéressant qui sera débattu lors de ces tables rondes. Alors, pour le pack de base, les coordinateurs sportifs souhaitent vraiment que l'on s'attaque au savoir-être et au savoir-faire du formateur. Alors, ce qui est bien, c'est que le département label, en collaboration avec le département formation des cadres et Grassroots, on a sorti des nouvelles fiches d'évaluation du savoir-être et du savoir-faire du formateur pendant les matchs, pendant les entraînements. Donc, je pense que ce sera vraiment très utile de travailler sur ces documents. Et alors, pour le pack évolution, il y avait une forte demande depuis 2 ans de cibler sur le jeu à 11. Donc, je pense qu'on va s'introduire vraiment sur le jeu à 11, sachant que là, on va devoir être très, très précis et très cohérent par rapport à cette méthode MIME et autres. Voilà. Sans oublier le poste du gardien de but, parce que c'est le dernier défenseur et c'est le premier attaquant. Et ce poste de gardien de but est souvent délaissé par bon nombre de formateurs. Donc, on va encore insister sur ce rôle ô combien important de l'équipe. Voilà. Alors, j'en termine avec ma présentation. Je vous rappelle les supports pédagogiques sur notre site internet de la CFF dans l'onglet Club, support pédagogique, comme je vous ai dit, de plus en plus de ressources qui s'y trouvent. On va des brochures réalisées par Xavier sur les formats de jeu, les fiches labels, il y a des vidéos, toute une série de supports à votre attention, les bonnes pratiques, les cahiers des défis et autres. Voilà, j'en ai terminé. Je passerai la parole à Bruno plus tard. Ici, je repasse la parole à Rudy. Voilà, merci Julien. Donc, je pense que vous avez déjà repris quelques questions qui ont été en commentaire. Et alors, vu l'heure, et pour ne pas que l'intervention de Xavier soit bridée au niveau des questions, on va peut-être passer aux questions pour toi, Xavier. Oui. Tu as déjà relevé, il faut mettre le son, hein. Tu as coupé ton son, donc pour pouvoir le… Voilà. Okay. Tu as relevé les remarques dans les commentaires déjà? Quelques remarques? Non. Voilà. OK.
Je vais les reprendre alors, comme ça. Ah, ok. C'est normal, Ok. Xavier n'est pas très Facebook, Rudy. Donc, il ne les voit pas en direct. Non, vous avez repris aussi, donc je pensais que vous suiviez tout ça. Il y a eu beaucoup de remarques sur les appellations d'équipes. Beaucoup de clubs prennent l'initiative de ne plus appeler le A, B, C. Soit il y en a qui l'appellent par le titre de l'équipe en championnat, Iris, régionaux, U7, U8, U9. D'autres prennent des animaux comme les dauphins et autres. Pourquoi est-ce que finalement dans les championnats, on ne le fait pas ça, on n'indique pas ça aussi? Parce que finalement on retrouve toujours les A, B, C malgré tout quand on voit les championnats. C'est une remarque qui est revenue. Oui, je dirais, c'est une bonne remarque. Pourquoi pas dans l'avenir? Maintenant, évidemment, au niveau digitalisation, au niveau informatique, ce ne sera pas évident de pouvoir organiser et uniformiser cela. Si on a les animaux, ok, mais si on mélange les animaux, les fruits, les légumes, comme dans le festi-foot, où la créativité des animateurs, des organisateurs est souvent importante, ça pourrait être compliqué. Ok, j'entends la proposition. En tant que sportif, je la comprends, mais j'ai des doutes qu'au niveau administratif, ça puisse se mettre en place. Mais en tout cas, chapeau et félicitations aux clubs qui font preuve voilà, de cette créativité et de ne pas appeler A, B, C de façon parfois, et qui c'est vu quand même de façon péjorative par certains parents, mais surtout par certains enfants. Et c'est les enfants qu'on doit protéger, c'est les petits joueurs, les petites joueuses. C'est notre devoir de les protéger. Un jour viendra peut-être où notre famille du football devra vraiment gratter pour avoir de nouveaux membres. On a encore cette chance d'être le sport numéro 1 en Belgique, de par le monde, mais néanmoins, on constate dans certaines régions et dans notre pays aussi un appauvrissement du nombre d'affiliés. Donc, soyons vigilants et faites attention. Et c'est bien pour ça que nous travaillons au jour le jour pour continuer à alimenter notre effectif football pour que dans 10 ans, dans 15 ans, on est toujours des P1, P2, P3 et pourquoi pas à nouveau des P4 et peut-être des P5. Ça veut dire que les joueurs, les enfants, les adolescents et les post-adolescents et les adultes continueront à trouver le plaisir dans le football. Alors, il y a eu des questions aussi sur les formatrices. Et il y a une question de Martial Collins qui dit, mais est-ce qu'on ne devrait pas obliger de mettre une formatrice dans un club pour une certaine catégorie afin d'avoir des points de label supplémentaires? Est-ce que ce n'est pas un critère du label de dire d'avoir une formatrice dans une catégorie pour inciter? Est-ce que ça peut être un incitant ou pas? Je ne suis pas favorable au principe d'obliger. Souvent, on a des discussions en interne sur les sanctions, sur ceci, sur cela. Je pense qu'on doit surtout éduquer, faire passer un message, encourager les clubs à accueillir, à essayer de convaincre des dames de s'engager dans la formation, dans l'encadrement de nos joueurs, qu'ils soient garçons ou filles, peu importe. Je ne suis pas favorable au fait de sanctionner, d'imposer. Je pense que ça doit se faire naturellement et que les clubs doivent vraiment constater la plus-value qu'une dame peut apporter. Maintenant, on est tous convaincus que nous sommes tous des hommes là autour de la table, que les hommes apportent aussi en termes de pédagogie, en termes d'approche, de sensibilité, que beaucoup d'hommes ont le bon savoir-être, le bon savoir-faire aussi. Mais d'expérience, on a constaté que les dames avaient d'office, ou en tout cas dans la grande majorité, le savoir-être, que pour les hommes, il fallait parfois nous forcer un peu pour nous remettre vraiment dans la bonne direction. Mais les dames ont cet instinct maternel, et la plupart des institutrices maternelles, on parle souvent d'institutrice maternelle plutôt qu'instituteur maternel. Il y a peut-être une raison à cela, et souvent on me dit ouais, mais c'est pas évident de trouver des dames pour s'occuper des enfants, et depuis plusieurs années, je répète souvent, mais dans ma commune, dans les communes, les mouvements de jeunesse, les scouts, les louveteaux, ou
ou autres, comment ils s'appellent ci et là, la plupart de ces mouvements de jeunesse sont encadrés par des jeunes filles qui viennent bénévolement, qui consacrent des heures et des heures à encadrer, simplement à essayer d'amuser des enfants de compétences, d'expérience, d'inexpérience, de mixité de genre ou de niveau complexe. Et ces jeunes filles parviennent tout au long de l'année à garder un groupe de petits louveteaux, de petits scouts, alors que je pense qu'on doit être capable dans nos clubs d'avoir cette démarche-là, de s'adresser. Et en plus, dans nos clubs, souvent, on donne un petit sou à nos formateurs et à nos formatrices. Donc, pourquoi pas se tourner pour les tout petits vers les animatrices des camps de jeunesse. Ok. Est-ce que indirectement ou inconsciemment, est-ce qu'on ne réduit pas les coachs féminins juste aux petites catégories? Non, je pense non, je pense qu'il faut être tout à fait objectif et réaliste. La plupart des dames ont un déficit probablement de compétences et il faut simplement leur permettre de développer cette compétence et donc de passer par les formations d'entraîneurs et de mettre des entraîneurs, des formations, de leur offrir des formations à leur mesure, c'est-à-dire souvent dans un contexte plus féminin, c'est compliqué pour une dame de se rendre le lundi soir dans la classe de Bruno où il y a 26 mecs qui parfois jouent au Guardiola, au Mourinho dans la classe. C'est parfois compliqué pour une dame de s'imposer dans ce genre de classe. Et donc, c'est la raison pour laquelle la CFF organise des formations qui sont identiques en termes de contenu, mais qui s'adressent exclusivement à la gente féminine, justement pour les inciter à développer leurs compétences au travers des formations. Et donc, un jour viendra, et on le voit au plus haut niveau du football féminin international, beaucoup de femmes ont maintenant développé ces compétences parce qu'elles ont été peut-être joueuses de haut niveau ou pas. Et je pense qu'un jour viendra où il y aura peut-être une mixité au bord des terrains et que des équipes seniors seront adultes, masculins, seront coachés par des dames. Je ne vois pas pourquoi. Les entreprises ont été pendant des décennies dirigées par des hommes. On constate aujourd'hui une certaine tendance, idem dans le monde politique. Voilà, donc je pense qu'un jour viendra où la mixité sera de rigueur aussi dans le football. Alors, il y avait, peut-être le rappeler, parce qu'il y en a eu, Daniel Risca disait, mais pourquoi ne pas faire des campagnes de recrutement pour les coachs féminins? Mais il y a pas mal d'initiatives qui ont été organisées, notamment avec des formations spécifiques pour les coachs féminins. Oui, bien entendu, mais je pense que c'est une démarche qui doit être un peu plus locale et je pense que c'est le club, c'est le responsable du club, les responsables du club, les dirigeants, le RTFJ à peut-être identifier la maman, la sœur. Maintenant, on a de plus en plus d'équipes féminines, adultes, et donc probablement que dans ces équipes féminines, il y a des joueuses qui ont la fibre pour devenir des animatrices, des formatrices et des entraîneurs pour l'avenir, oui. Et est-ce que, parfois je vois sur les réseaux sociaux, est-ce que parfois l'appellation entraîneur ne fait pas un peu peur? Finalement, on dit quand on recherche des entraîneurs pour des U6 ou U7, est-ce que finalement derrière ça, on n'induit pas des compétences à avoir, alors que pour l'encadrement, on a organisé des formations U6, U7, notamment avec Bruno sur la province de Liège, mais on a vu que finalement, il faut calculer compétences, mais est-ce que le mot entraîneur parfois ne fait pas peur en fait pour des gens qui veulent se lancer? Oui, totalement. Et c'est pour ça qu'on doit aménager notre vocabulaire en animatrice, animateur, formateur, formatrice, éducateur, éducatrice. Et là, probablement que on sera moins sectaire dans notre recherche de staff, dans notre recherche d'encadrant. À juste titre, tu le dis, Rudy, il ne faut pas de maîtrise du football pour encadrer des U6 et des U7, que du contraire. Je pense qu'on a beaucoup d'exemples de dames ou d'hommes qui n'ont aucun passé footballistique, qui n'ont
aucune ambition de devenir Guardiola ou Mourinho, qui encadrent de façon exceptionnelle, extraordinaire, petits enfants. Mais c'est leur travail qui permettra de découvrir demain à 15 ans Eden Hazard, parce que si Eden Hazard a abandonné en U6 ou en U7, jamais il reviendra au foot. Jamais, jamais, jamais. Et c'est bien là qu'on doit être vigilant et de plus en plus, vu l'évolution de notre société, l'évolution des parents, un enfant qui rentre en pleurant à la maison, et c'est pour ça qu'on combat la compétitivité, la compétition à tout prix, parce qu'un petit enfant qui rentre en pleurant, il y a quelques temps, quelques décennies, les parents, le papa aurait dit hey, « Allez hop, ressaisis-toi et retourne au foot ». Maintenant, les parents vont peut-être dire « Ok, c'est pas fait pour toi, reste à la maison, tiens, voilà, prends mon GSM et continue à jouer, ou prends la PlayStation ». Et souvent, on perd les enfants pour le football, mais on les perd définitivement pour le sport, ce qui est encore plus dommageable pour leur santé. Et une dernière question, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans les commentaires. Si tu en vois aussi, Julien, n'hésite pas aussi à les relever. Pourquoi est-ce qu'en France, il y a déjà, on est déjà peut-être plus loin dans le coaching féminin, où on a quand même des coachs qui arrivent à un certain niveau, même avec des équipes masculines? Oui, l'exemple de la France, mais la France est à des années-lumière de retard sur la Scandinavie, sur l'Amérique du Nord, par exemple. Voilà, je n'ai pas encore vu une présidente à la tête de la France. Par contre, il y a des premiers ministres en Scandinavie. Il y a de l'autre côté de notre frontière, du côté de l'Allemagne, une dame qui dirige le pays. Donc, je pense que c'est une évolution. Voilà, c'est une évolution, c'est un processus qu'il faut enclencher à un certain moment. Si on voit dans le sud de l'Europe, c'est beaucoup plus compliqué aussi pour les femmes, dans le cadre du développement du football féminin, même si ça a démarré. Mais oui, les Scandinaves sont en avance même sur la France, et la France a peut-être, si elle a un avantage sur la Belgique, mais je pense que dans beaucoup de domaines du football, nous comblons l'écart avec la France. Et on prend souvent l'exemple de la France dans beaucoup de domaines, mais on oublie que peut-être 95%, on prend le bon côté de la France, donc c'est-à-dire les 10% que l'on voit, mais on oublie les 90% de régions très, très, très en retard dans beaucoup de domaines, et pas seulement que le football, et dont la Belgique a beaucoup d'avance sur peut-être 90% de la France. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Quand on voyage au travers de l'Europe, on se rend compte qu'on est des privilégiés en Belgique dans beaucoup de domaines, mais certainement en matière de football et en matière de football de base. Chaque enfant est encadré à une personne qui s'occupe, un club qui lui permet d'avoir une structure et de vivre son sport de la meilleure façon, et souvent de la façon la plus harmonieuse. Et rien n'est parfait, mais on est sur le bon chemin, ça c'est sûr. Voilà. Il y a combien de coachs féminins formés à ce jour en ACFF à peu près? Pas assez. On parle en dizaines, on parle en milliers, en dizaines de milliers chez les hommes. Voilà, il faut savoir que l'effectif féminin, donc en termes d'affiliés, qu'elles soient entraîneurs, qu'elles soient joueuses, qu'elles soient dirigeantes, on est à 7-8% de l'effectif global. 7-8% sont des dames. Donc, voilà, en Allemagne, on est à 30%, en Scandinavie, on est à 50-50%. Dans le hockey, il faut savoir que le hockey, fin des années 90, était dans la même situation que nous, avec, je pense qu'ils étaient à 3% de leur effectif qui était des dames, en lançant des compétitions féminines, à l'intention des équipes féminines. Ils sont maintenant à la parité totale, 50%. Le directeur technique de la Fédération francophone de hockey est une dame. Ok. Et tu crois que c'est une question de mentalité pour faire évoluer? Est-ce que c'est une question de mentalité par rapport à ça? Oui, probablement, mais toutes les mentalités sont faites pour évoluer. Julien l'a dit, on apprend tous les jours, on évolue tous les jours au contact des uns des autres, et chaque personne qu'on est amené à rencontrer nous permet d'évoluer. Et je pense que dans le cadre du développement du football féminin, dans le cadre d'avoir plus de dames dans les clubs, dans les fonctions dirigeantes, dans l'encadrement, je pense que ça évoluera aussi, et que
qu'ici déjà tous les hommes autour de la table sont convaincus qu'effectivement on peut évoluer positivement et que certaines dames ont certainement leur place dans notre structure, dans nos structures, que ce soit à la CFF, à la CEF ou ailleurs. Tout à fait. Voilà, s'il n'y a plus d'autres questions dans les commentaires, je te remercie Xavier. Merci Xavier. Avec grand plaisir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée Xavier. Salut, Xavier. Ciao. 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 C'est à mon tour, Rudy. Voilà. Place au maestro. Bon, ouais, parlons-en. Bon, je vais essayer de concis et précis. Hein. Bon. D'abord, je voulais 3 points d'attention à passer au PPT qui a été préparé. Remercier Julien, qui a fait une très belle présentation, très riche et louangeuse. Donc, merci à lui. Donc, je vais peut-être me répéter dans ma présentation, mais je voulais te le dire, Julien. Comme ça, c'est une chose. Important aussi, en préparation de mon intervention, j'ai pris assez bien de notes. C'est mon style de travail. Donc, ne pensez pas que je vous fouille du regard. Ce n'est pas ça, c'est que je regarde mes notes pour vous les partager après. Hein. C'est important de le savoir aussi. Alors, juste, 3e petit point, puis je resterai là avant de passer de la présentation. Le coordinateur sportif provincial. Donc, moi, je suis Serge Joulet, donc coordinateur sportif de la province de Liège. En 2 petits mots, qui est-il et pourquoi un coordinateur sportif? J'ai bien dit 2 petits mots. C'est un des relais de la direction technique de la CFF vers les clubs. C'est un des membres, le coordinateur sportif est un des membres de la direction technique également de la CFF. Julien, Xavier, si je dis quelque chose qui n'est pas juste, ça peut arriver. Je compte sur vous pour rectifier, il n'y a pas de souci. Hein. 2e chose importante, le coordinateur sportif est au service des clubs et propose des services basés sur 2 mots-clés pour moi, la promptitude et l'exactitude. Que cherche un club au formateur? Dans un espace-temps très court, il veut une réponse. Pas mal, une réponse, et surtout, une réponse exacte. C'est pour ça qu'un coordinateur ne joue pas au jeu de hasard. Si le coordinateur n'est pas sous de son coup, je suis un peu le porte-parole de tous mes collègues, il dirigera la demande auprès de la personne de ressources compétente de la CFF. C'est vraiment les 2 mots-clés. Je une métaphore, je pense, le coordinateur a un agent d'assurance qui gère un portefeuille de clients. Et bien, le coordinateur est agent d'assurance et ses clients, c'est les clubs, au service des clubs. Donc, 2 mots-clés importants, promptitude et exactitude. C'est vraiment super important. Sur ce, je m'en vais partager mon écran. Hop. J'ai partagé, Rudy, chercher mon... Partager, pardon. Partager. Hop. Je vais chercher travail. Diaporama à partir du début. C'est bon pour tout le monde? C'est bon? Rudy, tu m'entends là? C'est parti, Rudy. Je cherche juste comment enlever les... Parce que ça va m'embêter. Ça les 3 petites fenêtres que j'ai. J'ai Julien, j'ai Bruno et je me vois. J'aimerais bien qu'on enlève ça parce que... Enfin, on va essayer comme ça. Bon, on y va. Alors, les packs Proximité Club. Une photo d'un pack Bruxelles Football qui a eu un gros succès quand on voit le nombre d'enfants et de participants. C'est chouette. Ah oui, Julien vous l'a signalé, j'adore les dictons. Ben, les dictons, pourquoi? Notre devise, un jour sans apprendre, c'est un jour de perdu. Anonyme, je ne sais pas qui est l'auteur de ça. C'est l'internaute là, ben, ça m'intéresse de le savoir. Parce que je pense que le dicton est quelque chose de très inspirant et très réflexif. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Et j'encourage tout le monde justement à aimer les dictons, ça peut être très chouette. Et alors, pour rebondir sur cette devise, je paraphrase un manager anglais assez connu de Manchester United, Sir Alex Ferguson, qui disait que la formation gratuite continue à vie existe. Il suffit de lire, observer, écouter et faire. Donc ça, c'est quand même, venant de lui, on peut lui faire confiance, je pense. Hein. Le coordinateur sportif provincial et les packs Proximité Club, créer du lien, je reviendrai souvent, créer du lien et développer une approche relationnelle optimale et omniprésente. Ça a vraiment été le cheval de bataille, entre autres, du coordinateur des packs Proximité Club, pour ne pas citer Julien, entre autres, et la CFF, c'est focus sur le relationnel. Si on veut tisser une relation de confiance, il faut un relationnel top. C'est important de le signaler. Hein. Et alors, je rappelle quand même que cette approche relationnelle n'est pas seulement ponctuelle. Pour nous, coordinateurs, elle s'entretient et se développe pendant toute l'année, pendant toute la saison, lors des différents contacts qu'on a avec les formateurs ou les clubs. Focus, ben, on y vient, sur le relationnel,
Individuellement, nous sommes une goutte d'eau, ensemble, nous sommes l'océan. Je vais en rester là, je ne vais pas vous raconter mes aspirations. Alors, à la CFF, nous sommes convaincus de l'importance de relationnels forts. Mais ça, j'ai un petit problème, mais je me vois. Ah, voilà. Je vais me cacher. OK. Nous sommes convaincus de l'importance de relationnels forts et durables envers tous nos clubs et leurs formateurs. Avançons ensemble. On avance avec quelqu'un, pas à côté de quelqu'un. Avec, ensemble. Et je vais encore citer, ça va peut-être sourire sûrement Julien ou d'autres, c'est un proverbe, je pense, africain. Seul on va vite, ensemble on va loin. Ça résume bien toute la philosophie que la CFF essaie de développer. C'est pourquoi les PPC qui vous sont présentés depuis 3 ans, je pense, on en a fait la priorité. C'est créer des liens solides et durables. Et pas seulement lors des packs, tout au long de la saison, je l'ai dit précédemment. Seules des relations humaines harmonieuses et enrichissantes nous permettront, la CFF, les clubs, les formateurs, d'arriver à nos fins. C'est-à-dire proposer à nos jeunes footeux et à leurs parents une qualité d'enseignement footballistique de haut niveau. Je ne sais pas qui a dit, mais c'est très bien dit, le voyage de la qualité est un voyage sans fin. C'est bien la réalité. Toujours se mettre en question et travailler pour être meilleur et proposer un produit de meilleure qualité en plus. Les packs proximité club, je vais peut-être me répéter parce que Julien a été très complet. Des séances pédagogiques pour les clubs labellisés et non labellisés, voilà ce que les packs proposent. Multi-objectifs des packs. Former des formateurs, j'ai bien compris Julien, il a arrêté. Informer des formateurs, c'est fort prétentieux de vouloir former des formateurs avec très peu de temps, une soirée comme ça. Donc, je vais plutôt informer des formateurs. Le formateur est acteur de son apprentissage, Julien vous l'a détaillé. On favorise les échanges et les partages. On se nourrit de l'expérience de l'autre. C'est super important de se nourrir de l'expérience de l'autre. C'est un concept, évidemment, de formation continue, ça. Créer du lien, essentiel pour le vivre ensemble, pas seulement dans le sport, et surtout pour apprendre ensemble. La qualité relationnelle doit être omniprésente. Je dis bien omniprésente. Développer l'éveil à la curiosité chez les formateurs. Je rappelle une chose, la curiosité est une qualité essentielle dans le concept de formation continue. Et si vous êtes curieux pour le football, vous êtes curieux pour d'autres choses, et ça peut vous enrichir votre vie, certainement. Ça peut être chouette. Être, pour terminer, dans une posture d'apprentissage permanent. Pas seulement dans le sport, dans votre travail en privé, être toujours dans une posture d'éveil, d'apprentissage permanent. Les rôles du coordinateur sportif provincial pendant ces packs, c'est les principaux rôles. Je n'ai pas été trop dans le détail. Voilà. Alors, la mise en place est divisée en 3 parties, mise en place d'un pack. On a une approche avant le pack relationnelle et administrative du coordinateur, en contact avec ses clubs, avec le club accueil, on verra plus loin. Pendant, une approche relationnelle et sportive. Et après, une approche relationnelle administrative et sportive. On va les détailler. Donc ici, on va parler ici donc, de la première avant le PPC. On planifie, je planifie, une planification des packs a été créée suite à l'accueil reçu des clubs accueil contactés en juin 2020, enfin, donc cette année, par le coordinateur sportif. Je prends contact avec certains clubs. D'accord, j'essaye chaque année d'en mettre 2-3 nouveaux pour intéresser tout le monde. Et il y a des clubs qui me contactent aussi. Donc, j'encourage les clubs de me contacter. S'ils veulent accueillir un pack, une étoile, on peut me contacter, on peut discuter ensemble, voir si c'est faisable, et c'est avec plaisir. Donc, ça, c'est important de savoir que chaque année, on essaye de mettre 2-3 nouveaux centres d'accueil. Tous les clubs invités à un pack reçoivent par mail une invitation ainsi qu'un rappel de celle-ci. C'est important aussi. Important, la CFF accorde une grande attention à l'aspect géographique. Il est impératif que les formateurs effectuent un minimum de kilomètres afin d'assister à un pack. J'imagine le formateur ou la formatrice qui a une journée très longue au travail, qui doit se taper 50 km pour un pack, je peux comprendre. Je rappelle une chose importante, je n'ai pas la chose à infuse, je fais souvent des erreurs, certainement. Donc, pour le club qui est versé dans un pack, s'il y a un souci de kilomètres, n'hésitez pas, contactez-moi, on trouvera une solution. D'accord? C'est super important pour votre bien-être, pour participer à ces packs. Pendant le pack, arrivée du staff composé du coordinateur et des 2 formateurs aux compétences reconnues. Merci Bruno pour Liège et merci Jean-François pour Liège. Mais tous les formateurs, je lui ai dit, de tous mes collègues sont brillants, sont performants en plus.
au terrain 45 minutes à 60 minutes avant le début de la séance. De mon côté, je peux le faire, je viens beaucoup plus tôt. C'est important pour moi de venir dans un club accueil plus tôt. Je prends la température, je prends le temps. De nos jours, c'est un luxe. Je prends le temps de parler, d'écouter, d'échanger avec les personnes du club. C'est agréable et c'est super important pour continuer à tisser ce lien de confiance avec les clubs. Donc, j'insiste souvent 1 heure avant, peu importe. Je peux discuter avec un bénévole, un garçon d'entretien, c'est pas le but. Le but, c'est de prendre contact, discuter, sentir l'atmosphère au sein du club. Avant le début de la séance, prise de parole classique du coordinateur et des 2 formateurs qui vont dispenser la mini-formation. Le coordinateur va au contact des formateurs spectateurs pour les encourager à noter leurs questions en vue du débriefing et aussi afin de répondre à leurs questions du moment. Je peux, quand je sais répondre, je réponds directement, sinon j'encourage qu'ils gardent, pas sur le moment même pour casser le rythme peut-être du formateur qui donne la séance, mais je les encourage pour le débriefing de garder leurs questions. C'est important. Alors, pendant le PPC, dès la fin de partie de terrain, tout le monde se retrouve en salle ou en buvette afin de débriefer, 45, 60 minutes, voire plus. Cet espace de parole est très enrichissant et génère souvent des idées très pertinentes. Il faut savoir que les idées des clubs, des formateurs, des responsables sportifs, responsables des RTFJ, les idées sont notées. Pas pour le faire bien, je note pour qu'on note également, non, je les note et je les relaye. On verra un peu plus tard dans les slides, on s'en sert. Le département se sert des remarques des clubs. La réussite d'un PAC dépend en grande partie de la multiplicité des échanges ainsi que de la participation du plus grand nombre de formateurs et formatrices. L'interaction est essentielle. C'est pour ça que beaucoup de formateurs chez nous, dans toute la CFF, utilisent la pédagogie sur le questionnement pour susciter justement l'intervention, la réaction des formateurs spectateurs. Parce qu'il y a ceux qui exécutent et ceux qui regardent. D'accord ? Rappel, Julien l'a dit aussi, j'ai fait une erreur, c'est pas grave, excusez-moi. Tous nos supports pédagogiques peuvent être téléchargés sur notre site www.acff, onglet club, onglet support pédagogique. C'est mis à jour en 3 langues, c'est vraiment très riche et ça vous servira beaucoup. Après le PPC, c'est une partie de mon job aussi, envoyer des photos commentaires de cellules de communication, c'est important. Compléter Google Form de présence et absence destiné à Julien, des présences obligatoires. Assurer un suivi auprès des clubs de certaines questions posées lors du PPC qui méritaient plus d'attention et des informations plus précises. Donc moi, je prends note de ça et je m'engage le lendemain ou le surlendemain à contacter s'il le faut la personne de ressources ACFF compétente. Mais il est important que le formateur ou le club ait une réponse très vite, une réponse très précise. Mais voilà, il fallait que je ne sois pas trop long. Merci pour l'attention portée. Belle continuation à toutes et à tous. Et j'espère que vous avez apprécié. Maintenant, je vais arrêter. Et je rejoins Rudy. Rudy, tu prends la main? Voilà. Oui, merci. Serge. Ah, Bruno. Alors, on va laisser le meilleur pour la fin. Nos petits. Bruno. Salut et bien le bonsoir à tous. Rudy, merci. Le meilleur, je ne suis pas sûr. Je vais essayer de faire au mieux. Pas toujours évident de passer après des sommités que sont Xavier Donnet, Julien Chalet et Serge Jehoulet. Donc moi, finalement, quel est mon rôle? J'ai vu passer plusieurs noms et prénoms de gens qui nous regardent. Certains me connaissent comme entraîneur, animateur, formateur et là, collaborateur. Maintenant, finalement, tous ces mots terminent en heure. Ils riment. Et quand on est un passionné, je pense sincèrement que dans le monde du ballon rond, le but, c'est la passion. Les mots ne vont pas l'un sans l'autre. Alors finalement, ceux qui me connaissent aussi se disent « Ah, il va encore ressortir ces 2 mots, le petit fun, formation ». Non, aujourd'hui, ceux-là, je les ai laissés à Xavier en présentation au début. Donc moi, finalement, aujourd'hui, je vais vous parler de quelques mots-clés de mon rôle de collaborateur et puis des petits duos de mots qui peuvent également aller aux animateurs, aux formateurs et aux entraîneurs. Alors, quel est mon rôle premier? Quel est mon rôle principal lors d'un PPC? Mon rôle principal, il est de donner une information. Une information, comme Serge l'a dit tout à l'heure, une information, un contenu de ce que l'on fait passer. Et ce contenu, mon but, il est de le faire passer avec conviction. Avec conviction, pourquoi? Parce que je suis convaincu. Je suis convaincu de la méthode. Cette année, lors des PPC, dans le football de base c'était les PPC sur la méthode d'entraînement U6, U7,
U8, U9. Sur le multiskills, je suis convaincu du bienfait des ateliers. Je suis convaincu du multiskills. Je suis convaincu de la qualité de ce contenu. Et ce message, je veux le faire passer finalement en toute confiance entre les formateurs qui sont présents sur le terrain, car comme on l'a dit tout à l'heure, finalement, les formateurs sont acteurs de leur apprentissage et la CFF, c'est le ciment, en fait, finalement, d'une collaboration réussie. Ensuite, pour moi, il y a trois duos de mots qui ne vont pas l'un sans l'autre. Les duos, c'est plaisir et envie. Plaisir, moteur de tout apprentissage. Envie, avoir l'envie, être content d'être sur le terrain, peu importe le moment, peu importe le temps. Il fait mauvais, je suis là avec l'envie, avec le sourire. Si je veux faire passer un message à mes enfants, pendant un entraînement, je suis un entraîneur, un animateur, je dois montrer le sourire, je dois avoir l'envie. Ensuite, les mots partage et ensemble. Les mots partage et ensemble. Partager, on avance ensemble vers la réalisation des objectifs pour un enseignement foot meilleur. Tout bénéfice pour, finalement, comme l'ont dit tout à l'heure mes prédécesseurs, tous les petits joueurs U6, U7, U8, U9. Et ensuite, deux derniers mots. Julien en a parlé, l'écoute. Écoute et humilité. Dans le concept de formation, il est essentiel d'être à l'écoute des autres, à l'écoute des plus jeunes, à l'écoute des plus vieux, avec humilité, vouloir toujours en savoir plus, toujours apprendre de l'autre. Et comme l'a dit Serge Joulet tout à l'heure, être finalement en posture d'apprentissage permanent, que l'on aille 20, 46 ans comme moi ou 60 ans, être ouvert aux autres, c'est pour moi super important. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je crois que toutes les personnes qui regardent depuis 1h20 vont maintenant se concentrer sur les questions. Merci à tous. Merci et à Bruno. bientôt. Merci. Bruno. Merci, Bruno. Est-ce que tu as relevé quelques remarques ou questions, Julien? Non, je n'ai pas regardé. Ok, ça va. J'ai une question. C'est comment et qui détermine le contenu des packs proximité? Alors, comme j'ai expliqué un peu tantôt, hein, donc chaque pack proximité a toujours un débriefing le lendemain qui m'arrive au bureau via les coordinateurs provinciaux. On a instauré des débriefings aussi vis-à-vis des clubs. Donc, par rapport à tous ces retours, par rapport aux différentes demandes, on essaie de mettre un contenu en place pour la saison prochaine. Et on essaie également toujours d'intégrer les nouveautés. Donc, pour la saison prochaine, j'ai parlé du jeu à 11 pour le pack évolution parce que c'était une forte demande des clubs, à plus de 50% des clubs qui souhaitaient ce format. À côté de ça, on a mis en place des nouvelles fiches d'évaluation au niveau du label pour les entraînements et pour les matchs. Donc, on doit aussi en parler lors des packs proximité. Ça fait partie de notre rôle d'aller à l'intérieur des clubs et leur expliquer finalement ce que l'on attend d'eux, que ce soit dans le cadre du label ou au niveau du football de base. Tout à fait. Et ce que je dis voilà. Ce que je dis souvent par rapport aux entraîneurs qui me contactent ou contactent d'autres personnes via nos canaux, c'est n'hésitez pas à faire remonter l'information. Il n'y a pas de bêtes suggestions, de bêtes remarques ou de questions. Donc, n'hésitez pas. Parfois, il y a des choses qui se font à tel moment parce que le moment s'y prête et d'autres pas. Notamment, tu as parlé avec le gardien de but. Notamment. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a vraiment un… Allez, c'est un poste… Il y a peut-être 20 ans, on pouvait dire que le gardien de but était un joueur à part de l'équipe. C'était 10 joueurs plus un gardien. Je pense que maintenant, on a vraiment 11 joueurs sur le terrain, puisque plus de 65%, voire plus de 70% des ballons touchés par un gardien de but le sont avec ses pieds. Donc, forcément, ce gardien de but doit être vraiment intégré à l'équipe, doit s'entraîner également comme un joueur de champ, et on doit insister aussi énormément sur le rôle du gardien pendant l'entraînement, pendant le match. Et bon, voilà, je crois que les analyses labels de cette saison ont mis le doigt dessus, clairement, puisque les rares points négatifs qui nous revenaient, c'était justement que les formateurs ne faisaient pas jouer haut leur gardien et ne repartaient pas assez de l'arrière. Donc, je pense qu'on a vraiment un travail à faire là-dessus l'année prochaine. Et ce sera chose faite puisqu'on va travailler sur le jeu à 11, par exemple, sur le thème de repartir de l'arrière à partir du gardien de but, quoi. Voilà. Et encore une fois, je pense qu'il est important de savoir que nous, au département technique, on est là
pour un maximum aider les clubs. On n'est pas là pour mettre des sanctions honte. Ce n'est pas du tout notre rôle. Nous, on est dans un rôle de proximité, dans un rôle d'accompagnement des clubs. Donc, je pense que ce soit via en collaboration avec la CEF, des formations U6, U7 ou d'autres, je pense que c'est important que de prendre conscience qu'on est là aussi pour aider un maximum les clubs, les formateurs, les délégués, voilà, différentes choses. J'ai eu cet après-midi un coup de téléphone d'un nouveau correspondant qualifié dans la région de Bruxelles qui voulait des renseignements, qui voulait se former. Ben voilà, on l'a redirigé vers les personnes compétentes. Donc, je pense qu'on est vraiment à disposition. On est vraiment là pour ça. Et en aucun cas, on a un rôle d'amende ou autre. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc, n'hésitez pas en termes de besoins, si vous avez des besoins, à les relayer. Et on l'a signalé à plusieurs reprises, mais je vois encore que quand on me pose des questions, on n'a peut-être pas encore pris l'habitude sur toutes les informations qu'on peut trouver sur le site de l'ACFF, sur le nouveau site de l'ACFF, notamment au niveau des formations d'entraîneurs, les cahiers des charges, les horaires, les conditions, aussi sur le football féminin, sur les packs aussi. Hein, il y a toute une page sur les packs. Ouais. N'hésitez pas à aller fouiller sur les sites. Vous allez voir qu'il y a une mine d'informations. Alors, j'ai une question, sera peut-être pour Julien, Bruno ou même Serge, de Maxime Smith, qui me dit « Bonjour, ne pensez-vous pas qu'il y aurait des idées à reprendre du jeu U6 du côté de la VFV? Petit match avec une équipe composée d'un attaquant et un défenseur contre une autre équipe dans des goals adéquats comme chez eux. Ne pourrait-on pas l'imaginer dans des ateliers du Festifoot ?» Voilà. Mais le spécialiste. Ouais. Non, Julien, justement, tu vas parler de moi, je suppose, ou quoi, non? Maintenant, à côté de ça, j'ai eu Maxime Smith au téléphone il y a 10 jours. Donc, moi, personnellement, je lui ai déjà donné mon avis. Donc, juste si toi, tu as un avis différent que le mien, il y a une dizaine de jours, je te laisse la parole. Voilà. Mais donne ton avis alors, Bruno, parce que le spécialiste n'est pas là, évidemment. Xavier Donnet a dû nous quitter pour l'équipe nationale. Donc, j'aurais clairement voulu qu'il réponde. Donc, éventuellement, on peut faire un petit mail à M. Smith demain ou après-demain. Mais ça m'intéresse d'avoir ta version, Bruno. Donc, vas-y, Rudy, repose la question exactement. La question de Maxime, c'est de pourquoi ne pas reprendre l'idée des U6 du côté VFV, donc avec des formes de match composées d'un attaquant et un défenseur contre une autre équipe, dans des goals adéquats comme chez eux. Voilà. Parce qu'on ne peut pas l'imaginer dans les ateliers Festifoot, par exemple. Donc, en fait, comme déjà discuté avec Maxime, le terme goal adéquat est délicat. Et délicat pourquoi? Parce qu'on a déjà amené le Festifoot il y a 6 ans en prenant des goals de 2 mètres sur 1. Après, on ne peut pas à chaque catégorie d'âge, U6, U7, U8, U9, puis U10, U11, U12, U13, avoir un goal avec des dimensions différentes. C'est difficile. Il faut se mettre à la place des trésoriers dans les clubs. Il y a déjà des messages difficiles à faire passer avec le 2 contre 2, le 3 contre 3. Si en plus on leur dit qu'il faut 4 goals pour les U6, 4 goals différents pour les U7, 4 goals différents pour les U8, U9, ça va être difficile à faire passer. Après, que ce soit nous en réunion avec les experts, on va dire, du Festifoot U6 et du Festifoot U7, on sait aussi poser ces questions par rapport au goal. Maintenant, il faut un juste milieu. Nous sommes pour le moment en U6 avec des goals de 2 mètres sur 1, en U7 avec des goals de 5 mètres sur 2. On s'est posé la question à un moment donné de les retourner. Mais voilà, les goals modernes, retournés, la barre du fond, elle est solide. Il y a des clubs qui ont des goals d'il y a 10 ans. Voilà. À l'heure actuelle, nous sommes en U6 avec les goals 2 mètres sur 1, U7 avec les goals 5 mètres sur 2. Ok. Julien, tu as un petit complément? Non, mais je confirme. Hein, donc, le but, clairement, c'était d'utiliser le matériel qui était déjà à notre disposition. Donc, quand on a créé, il y a avec Xavier et toute une équipe de spécialistes, hein, parce qu'on n'a pas créé le 3-3 comme ça un jour en se levant et on a décidé que. Non, on a fait énormément de tests durant 2-3 ans dans toutes les provinces, dans différents formats, avec différents buts et autres. Donc, voilà. Et on voulait vraiment que ce changement de venir au 3 contre 3 ne coûte pas au club et dans l'achat de nouveaux matériels. Donc, voilà, on a utilisé le matériel actuel. Et bon, voilà, après, il y a peut-être que dans le futur, on doit analyser ce qui se passe. Je pense que plus le temps avance et plus voilà, ça s'intègre vraiment dans les mœurs des différents clubs.
Et il y a des spécialistes U6, U7 qui apparaissent un peu partout. Et voilà. Donc, je pense que c'est très positif. Croyez-moi, pour avoir fait de nombreux tests, 3 contre 3, par exemple, est très, très riche. Si le formateur U7 se met vraiment la peine de réfléchir à ces séances et autres, je crois qu'on est à la base là, du triangle et il y a moyen de faire de très, très, très belles choses avant d'arriver dans le jeu à 5. Voilà. J'ai suivi ici des joueurs qui ont commencé, ils étaient un peu U5, puis ils sont partis en U6 Festive Foot. Ils ont fait et ensuite ils sont passés dans le jeu à 5. Donc c'était il y a 2 ans, c'était avant le 3 contre 3. Ils ont toujours fait du Festive Foot et on voyait vraiment que ces joueurs avaient eu vraiment des bases énormes et savaient conduire un ballon, savaient dribbler. C'est d'autres joueurs qui ici étaient en U7 vont passer l'année prochaine dans le jeu à 5 et je reste persuadé que eux aussi auront vraiment ce dribble et cette vision du jeu et ce triangle qui sera naturel pour eux. Ok. Il y a une remarque. Vous m'entendez? Oui. Il y a une remarque de Nicolas Boucchio qui demande le FestiFoot U7 en 3 contre 3 n'est pas mal, mais est-ce que ce ne serait pas mieux de faire une équipe l'une contre l'autre que mélanger? À partir du moment où on va mélanger les équipes, d'office, il y aura cet esprit de compétition. Voilà. Or, la définition de FestiFoot, c'est jouer ensemble. C'est je ne joue pas contre un adversaire, je joue avec l'autre. L'un avec l'autre. L'un avec l'autre. Donc, je pense que plus on va retarder la compétition, nous sommes un peu des vieux de la vieille. Donc, nous, quand on a commencé le foot, on n'avait pas 3 ans, on n'avait pas 2 ans et demi, on n'avait pas 5 ans, on était un peu plus âgés, je pense. Sauf ceux qui trichaient, voilà. comme maintenant, hein, Xavier. Voilà, tout à fait. Mais voilà, donc je pense que plus on va retarder cet esprit de compétition et plus les enfants vont prendre du plaisir et finalement les parents vont regarder les enfants jouer. Il va marquer. S'il perd du coup, comme on ne compte pas les points, il ne peut pas perdre le match. Donc il y aura une ambiance bon enfant autour de ces matchs 3 contre 3, de ces festifs 3 contre 3 et également 2 contre 2. Donc voilà, pour moi c'est une très bonne chose parce que ça permet aux enfants de jouer. Et comme l'a dit Xavier tantôt, ce qui est important surtout, c'est qu'un enfant qui n'explose pas, entre guillemets, en U6, U7, qui est un joueur qu'on va dire un peu faible ou qui est moyen, qui ne sait pas très bien s'il veut continuer, peut-être qu'en U8 ou en U9, il va vraiment accrocher, il va vraiment progresser. Or, si on le met dans un esprit de compétition, pour avoir vu aussi beaucoup de matchs U7 qui étaient à 5 contre 5 par le passé, on peut remarquer que c'était toujours les 2 ou 3 mêmes joueurs qui touchaient la balle. Voilà. Et que les autres étaient souvent mis sur le côté. Donc ici, ce 3 contre 3, ce 2 contre 2 permet à tout le monde de marquer, permet à tout le monde de jouer et de toucher le ballon via le ballon magique et autres. Voilà. Donc je pense que là, on est en train de garder un maximum de joueurs à l'intérieur du club en espérant que tous ces joueurs adhèrent au football et continuent et prennent du plaisir surtout. Voilà. Maintenant, Bruno, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Une petite chose ou l'autre, évidemment. Me rappeler quand même qu'un U6 n'est quand même qu'un enfant de 3e maternelle, parce que U6, U7, des fois, on oublie, 3e maternelle, U7, première année. Et j'ai quand même souvent l'impression, et lors des packs proximité club, il me plaît de le rappeler, que ce n'est pas les enfants qui s'embêtent 9 fois sur 10. Ils s'embêtent et ils en ont un petit peu marre, même si j'aime pas ce terme-là, parce qu'ils entendent autour d'eux des avis négatifs. Et je prends souvent l'exemple du papy qui est derrière la barrière, qui a commencé le football en 1964, alors que moi je l'ai commencé en 82. Chaque âge a son football. Le football évolue en fonction de l'âge. On ne sait pas le football où il sera dans 10 ans. Mais si l'enfant rentre dans sa voiture, qu'il est U6, U7 et qu'il entend papy qui devant dit à papa, le gamin n'a pas marqué, c'est pas un vrai but, il n'a pas fait du foot, le petit, ben voilà, il est triste. Je pense que le message, il doit venir aussi de papa, papy. Le petit, il a tout le temps de faire du 5 contre 5, il a tout le temps de faire du 8 contre 8, il aura tout le temps de faire du 11 contre 11, il aura tout le temps, jusqu'à 20 ans, de faire des tournois pour gagner. Laissons-lui le temps. Et puis, je ne vais pas être trop long, on ne va pas s'en référer
au développement à long terme de l'athlète au Canada, etc. Mais voilà, il faut vraiment, vraiment y aller pas à pas. Voilà, c'est un petit mot comme ça en passant. Vous avez raison de le préciser. C'est vrai qu'on doit voir le foot pas à travers le prisme de l'entraîneur, mais de l'enfant, en fait. Hein. Tout à fait. Tout à Il fait. y a- On est là pour les enfants. On n'est pas là pour sa gloriole personnelle, nous formateurs. On n'est pas là pour notre gloriole de dire voilà, on a gagné, on a. Non, non. On est là pour s'occuper de tous les enfants. Donc, si vous avez à votre disposition dans le jeu à 5, 8 enfants, 9 enfants à votre disposition, vous devez vous occuper de tous les enfants de la même manière. la même D'essayer façon. de lui apprendre chacun à son niveau et chacun à son rythme, parce que le rythme est différent pour chacun et c'est là la difficulté pour bon nombre de formateurs, c'est de se mettre au rythme de chacun. On doit composer avec tout le monde. J'ai cette chance où j'entraîne encore, j'entraîne une équipe de jeux à 8 et j'ai un enfant qui, en U6, U7, U8, il était, on a parlé des A, des B, des C, des D tantôt, il était dans les dernières équipes. Je peux vous dire que ce gamin-là, à force de persévérance, à l'heure actuelle, il joue en IP et c'est un joueur qui a d'énormes qualités. Mais parce qu'on l'a gardé on l'a gardé dans le système, on a tout mis en place pour qu'il puisse progresser à sa manière et on utilise surtout ses qualités. On ne met pas toujours le doigt sur ses défauts, mais on utilise ses qualités. Je pense que c'est important d'utiliser toutes les qualités qui sont disponibles chez les enfants et de ne pas voir que le négatif et d'utiliser chaque enfant aussi et d'essayer de le valoriser, de le mettre en confiance. L'apprentissage par la valorisation, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et avant de passer à une remarque, justement, une remarque de Nicolas Boukiou, que tous les clubs peuvent rencontrer aussi, je précise aussi que pour ceux qui comprennent l'anglais, il y a pas mal de, si vous allez sur Twitter et que vous suivez Chris Van der Hagle par rapport à A-Kids, vous allez voir qu'il y a pas mal de formations qui sont centrées justement sur le jeune et sur le joueur. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, je vous invite à vous rendre sur le site A-Kids et aussi à suivre Chris Van der Hagle sur Twitter car il y a pas mal de formations. Rudy, je profite je vais pas en digression un petit peu là, mais cette posture d'apprentissage permanente, une question qui revient souvent, c'est que donc, un club, il y a des formateurs qui ont suivi un pack 1 étoile, 0 1 étoile, hein, d'accord, peuvent venir assister à 2 et 3 étoiles. Hein. Donc, et même, je vais dire, ils me le signalent, mais même s'ils ont omis de le signaler au coordinateur, s'ils ont omis de le coordinateur, ils peuvent quand même venir sur place. Ils sont les bienvenus. Hein. Et ça peut être super enrichissant. Hein. Et aucun diplôme n'est requis, hein. Ça c'est important, aucun diplôme. Non. Il sera bien aucun diplôme. Tout le monde peut venir assister à un pas de proximité. Tout le monde a des idées pour aller les exprimer dans une ambiance positive et constructive. Et c'est comme ça qu'on va nourrir un débat contradictoire qui va permettre l'émergence de belles idées. Quoi. Oui. Rudy, si je peux me permettre, je vois une remarque de M. Boukiou qui repose une question. Là, je viens à l'instant de me connecter, voir un peu. Je n'ai malheureusement pas accès à toutes les questions, je ne sais pas pourquoi. Il me dit, voilà, mon fils a joué en U7 cette année. Il était le seul de son équipe dans les 3. Il joue seul ou il était mis de côté par les 2 autres. Et quand lui était avec ses copains, il jouait avec ses copains. Que faire? L'idéal, quand on joue comme ça dans un jeu réduit à 2 ou à 3 en vague, c'est de varier souvent les duos ou les trios. Je pense que il faut, finalement, quand on est un nombre impair, c'est toujours bien parce qu'alors, à ce moment-là, il y a une tournante qui se fait. Donc, n'hésitez pas, formateur, pendant le match, étant donné qu'il n'y a pas de résultat ni d'obligation de score ou autre, de varier, de changer, de prendre un moment, de changer la vareuse et de changer vraiment que l'enfant ne joue pas toujours avec les mêmes enfants. C'est important de varier, qu'il soit une fois avec 2 de son équipe, une fois avec un seul. Voilà, et c'est essayer de tourner un maximum. Comme ça, tout le monde va vraiment va trouver son compte et va avoir du plaisir. Je reviens sur J'espère que j'ai répondu à la question. Le rôle de En fait, finalement, on en revient au rôle de l'animateur. L'animateur qui est super important et qui est convaincu. Tantôt, je parlais du mot conviction et qui est convaincu évidemment du 3 contre 3 et qui respecte les règles. Après, je donne juste une petite question aux gens qui sont derrière leur écran, etc. Qui n'a pas connu un match de 5 contre 5 avec un score de 17-2 et quand on demandait le nom des buteurs de l'équipe qui a gagné 17-2, on n'a déjà pas appris grand-chose. Il y avait 7 buts qui étaient marqués par Pierre et 8 buts qui étaient marqués par Jérôme. Et finalement, qui avait beaucoup touché le ballon, qui avait beaucoup marqué, qui s'était le plus amusé, c'était mes copains Pierre et Jérôme. Les autres, des fois, ils ne touchaient pas le ballon, d'où l'utilité, des fois, du 2 contre 2 ou du 3 contre 3.
Tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres remarques encore. Je regarde un peu, n'hésitez pas. Nous sommes encore quelques minutes avec Serge, Julien et Bruno, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et je rappelle que justement sur le site de la CFF, vous avez cahier des défis qui a été mis à jour l'année passée, à Julien, je pense. Oui, tout à fait. Il y a une version qui était totalement refaite. Et bon, là, on passe d'une vingtaine de défis à une soixantaine maintenant. Donc, Xavier, avec, en collaboration avec Manu van der Maren, qui a fait de l'excellent boulot là pour ce cahier des défis. Et ben voilà, on essaie chaque année de le remettre au goût du jour, de mettre de nouvelles choses et pourquoi pas nous envoyer au département football de base vos défis que vous aurez créés. La plupart des défis, des nouveaux défis qui se trouvent dans le cahier sont des envois qui nous ont été donnés par des formateurs à gauche et à droite. On les recorrige entre guillemets, on les met au goût du jour et on les met dans le livret. Donc n'hésitez pas, vous pouvez venir vers nous au niveau du département football de base. Petite précision. En vitesse, Non, je te laisse la vas-y, parole, vas-y, Serge. vas-y. Je précise juste que même à la fin du cahier des défis, il y a toutes les sortes de duels, du 1 contre 1, Tout 2 à fait. contre 1, 2 contre 2. Alors, voilà, tous ces documents téléchargeables sur les sites dont on parlait mes collègues tout à l'heure. Oui, Serge. Julie, je voulais juste préciser une chose. De plus en plus, dans nos packs, on voit des formatrices qui assistent au pack. Donc, je lance un appel ce soir à toutes les formatrices. Venez. Et maintenant, venez assister. De plus en plus, Bruno, tu es avec moi, avec Jean-François, et ça me réjouit. Donc, j'encourage les formatrices à venir assister à ces packs. Alors, il y a une remarque de André Biotto, donc, qui est contact provincial CEF pour le Hainaut, qui dit l'importance du ballon magique, justement, pour celui qui touche moins le ballon. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qui va permettre à l'enfant qui a plus de difficultés de retourner avec la banane et d'être content en rentrant dans sa voiture et de dire à papa, maman ou à papy ou à n'importe qui sera venu le voir, pardon. J'ai marqué un but, j'ai touché la balle, je me suis amusé. Voilà. Ce qu'on n'avait certainement pas dans le jeu à 5 quand les U7 jouaient à 5 contre 5. Ces enfants-là ne touchaient quasi pas le ballon et n'avaient pas le plaisir de marquer un but. Donc, je pense que c'est clairement le but, mais je réinsiste encore une fois sur ce que Bruno a dit, l'importance du formateur, l'importance de l'animateur. C'est lui qui va guider vraiment. C'est une affaire de spécialistes des U6, U7. On doit être convaincu et on rentre dans un rôle. On est dans un rôle. C'est comme au cinéma. On met sa casquette d'acteur et on anime les enfants pendant 1h15. Je pense que ça, voilà. Si vous voulez que vos enfants progressent et prennent du plaisir, je pense qu'à un moment, vous devez être acteur. Mais c'est bon pour les échelons supérieurs aussi, je pense, avec les petits. Et alors, soyons chauvins, parce que l'UEFA… En fait, allô? Ouais, l'animateur à la fin du FestiFoot est finalement celui qui est le plus fatigué. Il a transpiré et il peut passer sous la douche parce qu'il a joué son rôle d'animation. Ouais, c'est tout. Tout à fait. Là, je disais, Julien, oui. Soyons chauvins parce que l'UEFA a plébiscité le FestiFoot. Oui, tout à fait, mais j'aurais préféré que ce soit Xavier qui présente ça parce que c'est quand même son bébé, tout ça, mais malheureusement a dû nous quitter. Donc, il y a quelques mois, lors d'une présentation, lors d'un study group à Minsk, il a présenté justement le FestiFoot et bon nombre de pays veulent absolument copier la Belgique et son FestiFoot et beaucoup, donc des grandes stars, donc Raoul par exemple l'Espagnol, l'ancien international espagnol qui s'occupe du foot de base en Espagne et qui disait ce serait très compliqué chez nous de faire ça, mais quelle belle idée de voir des enfants finalement jouer pour le plaisir et de marquer des buts et de ne pas et que les parents ne se préoccupent pas du score. Donc je pense qu'il y a encore un gros boulot. Je pense que de plus en plus, quand je vais dans les différents clubs, je pense que voilà, ça commence à s'implanter, que ça commence de plus en plus, on prend l'habitude. Et après, on aura toujours des détracteurs, bien évidemment. Le tout, c'est de savoir répondre et d'écouter, de savoir répondre. Mais voilà, je pense qu'on doit continuer de la sorte et on gardera un maximum d'enfants dans nos clubs et dans le Rudy, un dernier petit rappel, un dernier petit mot. Le mot qui est plus souvent sorti de la bouche de Julien, de Xavier et de Bruno, et ça, c'est sérieux, c'est le mot plaisir. Donc, je rappelle comme une chose évidente pour les enseignants, il y a beaucoup d'enseignants qui nous écoutent, je suppose.
le plaisir est le moteur de tout apprentissage réussi. Hein. Et à la CFF, on a bien compris, je pense. Bruno a parlé du plaisir. Julien a 2-3 fois plaisir. Et il a réussi d'insister là-dessus. Hein. Ouais, tout à fait. Ça, c'est maître mot, même pour le formateur. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On fait quelques sports ou quelques passions ou quelques loisirs, c'est parce qu'on prend du plaisir à. Bien sûr. Sinon, je reste chez moi. Hein. Comment? Sinon, je reste chez moi. Si c'est pour aller au foot sans plaisir, je ne serais pas ici en train de parler avec vous si je n'y prenais pas du plaisir. Tout à fait. Si on va avec des pieds de plomb, même jouer, arbitrer ou coacher, voilà, on reste chez soi, on n'a plus envie de sortir. Donc ça, c'est important. Quelques remarques et Nicolas Boucchio fait une bonne remarque en disant oui, le cahier des filles est très bien fait. Donc voilà, ça c'est une chose positive. Et alors on a quelqu'un que Serge connaît, Arnaud Denis. Arnaud Denis. Non, sur Serge. Non. Il connaît beaucoup de monde, alors s'il commence à réfléchir. Je vais lire le commentaire, comme ça va peut-être lui rafraîchir la mémoire. Il dit Serge a été mon coach en sélection et grâce à lui, j'ai signé à Saint-Tron. Ah oui, je connais le garçon. Ouais, quand j'étais entraîneur à la formation provinciale. Mais Arnaud, ça me fait plaisir. Ta réussite me fait plaisir en tout cas. Et si j'ai pu participer un tout petit peu, je m'en réjouis. Et finalement, est-ce que ce n'est pas ça le meilleur trophée finalement d'un coach, c'est d'avoir l'évolution d'un joueur, d'avoir participé à son évolution? Son retour Non. Fait plaisir. Hein. Bon. Il évolue en division amateur ou en équipe nationale. C'est ça le plaisir. Le meilleur trophée, c'est que des championnats ou des coupes de tournois qu'on met sur des étagères et qui prennent la poussière. Surtout beaucoup de poussière. Exactement. Mais ça, c'est vraiment important de voir cette évolution et ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de commentaires. Oui, tout à fait. Merci. Merci Arnaud. Bien sûr. Je pense qu'un formateur, tu l'as très bien dit Rudy, doit se faire vraiment une joie quand il a eu pendant une saison, 2 saisons, 3 saisons des joueurs qui arrivent à un certain niveau et qui, même si c'est même si c'est en P3 ou en P2, mais qui est toujours dans le foot et qui continue à faire son sport, c'est qu'il a réussi quelque chose. Voilà. De Serge Sarlette, qu'on connaît bien sur le. Ah, Serge, oui, bien sûr. Salut Serge. Salut Serge. Rudy. Qui dit pour la CFF, continuer à être à l'écoute, à encadrer et donner cette envie à faire passer les messages au sein de nos clubs. Encore félicitations. Merci. Donc, et j'ai reçu il n'y a pas longtemps un message, même du côté germanophone, et qui félicitait justement la CEF, mais aussi la CFF, justement pour cette proximité et cette écoute. Et je pense que ça, c'est une évolution extraordinaire. Tout à fait. Alors, Rudy, oui. Je voudrais aussi faire passer un message, en fait. Et je l'ai dit tout à l'heure et je ne l'ai pas, en fait, finalement explicité. C'est qu'il faut évoluer, en fait. Il faut évoluer avec son temps. Moi, j'ai 30 ans de carrière d'entraîneur. J'ai commencé en 1991. Et finalement, quand je pense à comment j'entraînais en 1991, maintenant en 2020, je suis gêné. Je rencontre des fois des hommes maintenant qui ont leurs enfants dans le club dans lequel je passe. Et c'est une autre méthode. Il faut apprendre à vivre avec son temps. Et ça, je pense que c'est important. Les enfants de 4 ans maintenant ne sont pas ceux d'il y a 10 ans, ne sont pas ceux d'il y a 20 ans. Et ne sont pas ceux, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 2030. Voilà, ça, je trouve que c'est important. Et ça, si vous avez été entraîné il y a longtemps par Bruno Petit et que vous n'avez pas réussi, allez-y. C'est pour ça que je le dis avant de me faire agresser tantôt sur les réseaux sociaux. Tu vois, j'ai préféré anticiper la chose. Exactement. Mais on oublie trop souvent l'évolution. On oublie même ce qui s'est passé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. On oublie d'où on vient, en fait. D'ailleurs, je reviens sur le mot évolution. Dans le cadre du cours RTFJ, on a beaucoup parlé de fiches d'évaluation qui, maintenant, prennent de plus en plus la fiche d'évolution de l'enfant aussi. À la place de l'évaluer, a-t-il évolué? Voilà. Et ça, exactement. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, fin d'année, on peut être même champion, c'est catégorie. Mais finalement, est-ce que les joueurs qu'on a eus, et tout à fait, je le dis souvent, mais est-ce que les joueurs qu'on a eus en début de saison ont évolué? Parce que, voilà, on connaît les conditions dans lesquelles on peut être champion, mais ça, c'est important de pouvoir se dire, OK, ouais, j'ai gagné un championnat, j'ai gagné 3-2 contre un tel, mais ce jour-là, quand il est arrivé au mois d'août, il était un pied gauche, je caricature, et puis maintenant, regarde ce qu'il fait de son pied gauche. Il arrive à dribbler, il arrive… Voilà, donc ça, c'est important. Alors, je regarde par rapport… je vois une remarque de Tarimra qui dit « Le FestiFoot, c'est bien, mais beaucoup de formateurs ne connaissent pas encore trop les règles. » Voilà, participez au PPC. Vous avez toutes les informations sur le site de la CFF. La CFF organise aussi, voilà,
on va refaire des formations U6, U7. J'allais poser la On question. va aller chercher l'information parce que c'est vrai que voilà, il se peut encore que parfois des formateurs ne connaissent pas encore trop les règles, mais c'est quand même de plus en plus rare, hein, Serge, je pense. Oui, mais j'ai une chose à dire ici, là. C'est que, Juliette, tu me reprends si je dis une bêtise, mais je pense qu'on a eu un budget qui a été débloqué pour justement créer une année de plus un groupe d'experts liégeois de FestiFoot qui vont se déplacer en province, dans les clubs, pas contrôler spécialement, hein, non, aider, soutenir, conseiller, justement, pour bien appréhender toutes les spécificités du FestiFoot, quoi. Oui, donc encore une fois, tu l'as bien dit, hein, mais c'est pour la province de Liège, mais dans toutes les provinces, hein, donc que ce C'est soit ça, le voilà, Hainaut, t'as bien fait. Bruxelles, le Toutes les Brabant provinces, wallon, ouais. Namur, Ouais. Luxembourg et Liège. Et encore une fois, ce groupe d'experts n'est pas là, tu l'as bien dit, mais il n'est pas là pour venir sanctionner, Non, mais pour vraiment faire évoluer, parce que souvent on confie les tout petits à de jeunes formateurs qui commencent ou qui ont envie de commencer à entraîner des enfants. Donc je pense que c'est notre rôle aussi, fédération, à venir soutenir ces formateurs, à venir les conseiller et autres. Et notre équipe pédagogique dans chaque province, on envoie des spécialistes comme ça dans différents festifoot. Et rien ne vous empêche à un moment de nous envoyer un mail en disant, voilà, on a un nouveau formateur pour le NOI 6 ou pour le NOI 7, on aimerait bien qu'ils soient un peu formés, qu'ils reçoivent la documentation. Vous pouvez vous adresser au coordinateur sportif provincial qui redirigera vers les bonnes personnes. Et on est là pour aider, les clubs, on l'a dit tantôt. Au niveau de la proximité, on met vraiment un point d'honneur à vous aider. au Voilà. service des clubs. Voilà. Et une remarque de Martial Collins à l'attention de Bruno qui dit perso, je ne remercierai jamais assez Bruno pour le brevet C et B et surtout le fait de nous donner envie de continuer vers l'UEFA. Et justement, en parlant de l'UEFA, et Jean-Louis l'a annoncé la semaine passée, Julien, je pense, avec le live qu'on avait fait, où j'avais toujours, on est déjà au 16e, donc parfois on oublie un peu l'ordre de passage, c'est que l'UEFA va mettre en place un UFAC et ça permet de valoriser les formateurs des petites catégories, parce que parfois je pense qu'il y a peu un sentiment un peu fait de ne pas être meilleur entraîneur que si on n'est pas UFA, dans la hiérarchie des diplômes. Ou par rapport aux catégories, bien sûr. Oui, tout à fait. Surtout par rapport aux catégories, parce que je pense que, je me répète, hein, c'est la 4e fois que je pense que je le dis, mais savoir entraîner des U6, U7, des U8, U9 n'est pas donné à tout le monde. Ça demande énormément de compétences et énormément de patience. Et je pense qu'on doit absolument valoriser ces formateurs de petites catégories. Parce que s'ils sont bons pendant 1 an ou 2, ils ont tout de suite l'envie d'aller dans le jeu à 8. Et souvent, même dans le jeu à 11, c'est souvent en équipe première après et voir éventuellement au Real de Madrid. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi valoriser tous ces formateurs qui veulent ne se concentrer qu'aux petites catégories et les mettre en avant parce que c'est un job. C'est pas donné à tout le monde et je pense que les clubs doivent valoriser ces personnes qui prennent en charge les petits. Voilà. Il faut en faire des spécifiques de catégorie. Maintenant, peut-être le seul moyen, c'est peut-être leur donner le double de celui qui est entraîneur U14. Ça, financièrement, on va avoir plein d'entraîneurs U6, U7. Mais non, mais tout à fait. Rappelle-toi, Bruno, quand on a organisé les formations U6, U7 dans les clubs, on a fait un petit sondage. Et c'est vrai que ce qui était donné, on demandait un peu aux entraîneurs ce que les clubs donnaient aux formateurs, même si on fait ça par plaisir. C'était dérisoire par rapport à qu'un coach U14, U15 peut avoir ou plus. Ça, c'est vrai. Donc voilà, je pense que là aussi, dans les mentalités de valoriser justement le formateur est important. Mais voilà, je pense qu'on est sur le bon chemin et ça évolue. Ça évolue bien quand même. Il faut appeler un chat chat, tout à fait. Il faut pas l'oublier. Alors, un commentaire de Raphaël Razir qui nous dit… Salut Raph. Salut Raph. L'entourage ne voit le festifoot que comme un amusement et ne perçoit pas encore son action au niveau de l'apprentissage. Voilà, il y a le fun, mais c'est vrai que derrière tout ça, il y a tout l'apprentissage et le bagage qu'on peut transmettre aux jeunes joueurs, même si on n'apprend pas à frapper dans un ballon, même si on n'apprend pas à faire des passements de jambes. Ça, on l'oublie peut-être. Oui, mais tout dépend encore une fois du formateur. Il y a un contenu à donner aux enfants durant la semaine aussi, pendant l'entraînement, pendant la séance d'entraînement. D'accord? Donc, il y a différentes choses à faire. Il y a des ateliers à faire. On va travailler le duel, le 1 contre 1, le 2 contre 1,
le 2 contre 2, la coordination. Donc, il y a tout un travail préparatoire pour arriver dans le foot à 5 et dans le foot à 8. Donc, je pense qu'il faut pas… il faut vraiment mettre en avant ce festif foot. Et encore une fois, je me répète, c'est une affaire de spécialistes. Il faut des personnes qui ont envie de faire progresser les enfants et qui vont se mettre vraiment dans ce format de jeu. Exactement. Et alors, une petite remarque du club de RAC Neuvillers, c'est quelle région ça? Luxembourg, je pense. Voilà, on salue nos luxembourgeois qui me disent, je viens de me rendre compte que je suis dans le direct et pas dans un replay. Voilà, bienvenue. Et au nom du club, merci pour vos directs et votre accompagnement. Durant cette période particulière, nos bénévoles font ce qu'ils peuvent dans des conditions d'un club. Attendez, je reprends le commentaire. Parce qu'il faut d'un club. Je suis perdu là. Dans les conditions d'un club amateur, mais le boulot de la CFF et de la CEF est clairement nos animateurs et entraîneurs à ce niveau-là. Question, pensez-vous que les cours de formation pourraient finalement reprendre avant septembre? La formation des cadres prendra une décision dans les semaines à venir. Donc pour le moment, il n'y a toujours rien de défini. Je pense qu'on ne doit pas aller trop vite et ce serait dommage de fixer des dates et qu'on doive encore les repousser. Donc je pense qu'il faut encore être patient et voilà, tout se mettra en place dès que l'actualité continuera à rentrer dans l'ordre. Voilà. Oui, vas-y. Je voudrais juste, après, je promis, quand je commence, je sais que je ne sais plus m'arrêter. Alors que tu étais tout stressé, Bruno, tu ne savais pas quoi. J'ai bu 2 bières, c'est pour ça. Non, c'est pas vrai. J'ai toujours envie, en fait, de comparer la formation des enfants en foot à la construction d'une maison. Et on a souvent tendance, finalement, c'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, en U6, U7, à prendre des entraîneurs novices ou tu ne sais, voilà, va en U6, U7, c'est pas grave. En fait, les fondations, le radier d'une maison, il est important. S'il est de côté, s'il n'est pas droit, ça va être difficile de faire monter des murs. Donc, en effet, les animateurs, les formateurs chez les petits, c'est super, super, super important. Voilà. Voilà. Alors, une petite remarque de Nicolas Boucchio, aussi, qui est très actif depuis le début sur SAF TV, qui nous dit, pour les formateurs en U6 et U7, on ne pourrait pas leur donner, après la formation, comme le brevet C, un diplôme aussi, pour encourager les jeunes à se lancer dans la formation. Oui, ça c'est toujours le problème, c'est que parfois on nous dit que le prix des formations peut être un frein, et parfois il y en a qui disent pourquoi pas le premier brevet ne peut pas être gratuit. Voilà. Mais ça, voilà, derrière tout ça, il y a une logistique, il y a des formateurs aussi à rémunérer, donc voilà, c'est pas toujours évident d'organiser des formations gratuites, mais par exemple, voilà, tout ce qui a été fait au niveau des U6, U7 avec Bruno ou d'autres dans d'autres provinces a été mis à disposition gratuitement au niveau des clubs. Donc, voilà, je pense que quand on sait le faire, on peut le faire, mais voilà, derrière ça, il y a des frais inhérents au niveau logistique et aussi des frais de formateurs pour des formateurs qui s'investissent. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Julien. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que on essaie un maximum de faire ces formations. Tu l'as dit, les formations U6, U7 qui seront de retour à la rentrée en septembre. Après, il y a toujours un catalogue à la demande, hein. Les clubs peuvent toujours se tourner vers nous s'ils veulent organiser quelque chose. On a l'expérience des 3 dernières années des packs proximité. Donc, on a des formations là, sur le jeu à 8, le jeu à 5, le multiskills et autres. Pourquoi pas, si vous connaissez dans des clubs voisins qui souhaitent faire une formation, par exemple, sur le jeu à 5 pour vos formateurs, pourquoi pas vous adresser à nous et nous, on mettra en œuvre ce qu'il faut pour venir faire une soirée de découverte dans votre club. Il y a aucun problème. On a toujours répondu positivement aux diverses demandes. Voilà, je crois qu'on arrive tout doucement, 21h04. Je pense que ça a passé très vite. Pour moi, je n'ai pas vu le temps passer. Tout à fait. C'est très bien. Rudy, un dernier dicton pour clôturer. J'allais le dire, Serge. J'allais le dire. Oui, non, mais pour bien résumer les thématiques d'aujourd'hui, hein, sur les formations, la formation continue, et je l'ai retrouvé celle-là, destinée à nos formateurs et à nos formatrices, qui cessent d'apprendre, cessent d'enseigner. Et ça, c'est très réflexif aussi comme dicton. Exactement, tout à fait. Donc voilà, je remercie quelqu'un de quitter parce qu'il avait une réunion avec l'équipe nationale. Je remercie Julien Chalet, je remercie
Serge Houlet ainsi que Bruno Petit. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Avant de terminer, voilà, donc diffusion directe un peu spéciale ce soir. Donc, on n'a pas su diffuser via notre chaîne YouTube, mais voilà, je vais reprendre la vidéo et elle sera postée demain sur la chaîne YouTube. Donc, voilà, s'il y a des personnes qui n'ont pas pu assister ce soir, ils pourront revoir l'émission. Et de toute manière, s'il y a des questions, vous connaissez les adresses mail de chacun. Vous pouvez les trouver aussi sur le site de la CFF. N'hésitez pas à leur poser des questions. Alors, pour la suite du programme de CEF TV, la semaine prochaine, on aura le mercredi 3 juin un live sur le statut fiscal de l'entraîneur, important. Vous savez qu'au niveau de la CEF, on préconise que les entraîneurs puissent signer au moins un contrat bénévolat. Maintenant, c'est vrai qu'il y aura toute la question aussi sur le travail associatif, comme vous le savez, qui a été suspendu par la Cour constitutionnelle, qui est toujours valable jusqu'au 31 décembre 2020. Mais j'ai vu quelques articles dans la presse, je vois que ça bouge quand même au niveau parlementaire. Donc, j'espère et je suppose qu'on aura des réponses d'ici là. Donc, voilà. Donc, vous aurez toutes ces questions par rapport au statut fiscal de l'entraîneur. Et alors, le jeudi 4 juin, et ça, je crois que c'est un peu un nouveau dada pour Serge par rapport à l'imagerie mentale, la psychologie. Je crois qu'il suit une formation en psychologie du sport. Psychologie du sport, oui, c'est ça. Ouais. L'entraîneur a-t-il besoin d'un coach mental? Si oui, dans quel domaine? Voilà. Ah, chouette. Voilà. Et alors, le live qui avait été annulé par Damien de la Senta a été programmé le mercredi 10 juin. Voilà. Et on terminera les lives de CEF TV le jeudi 11 juin. Voilà, je ne donne pas encore le nom parce qu'on n'a pas encore finalisé, mais c'est quand même une pointure. Voilà, on a quand même pour terminer une pointure. Voilà. Pas belge, il y en a, mais ce n'est pas belge. Donc voilà, on a une pointure internationale qui va nous faire le plaisir d'intervenir le jeudi. Alors, je peux vous dire que celui qui va aussi un peu diriger le live ce jour-là, en ma compagnie, je peux déjà vous le dire, ce sera Pascal Chimet. Voilà, donc on a un petit duo et avec derrière une pointure. Voilà. Non, ce ne sera pas Serge Houlet, vous n'aurez pas droit au dicton. Ah, je peux faire un effort si vous voulez. Donc voilà un peu le programme. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci à tous. Au Bonne revoir soirée. à tous. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Ciao, ciao. Bye bye.